Alors aujourd'hui dans cette vidéo, deux profs de spécialité pour le prix d'un. J'ai le plaisir d'accueillir mon camarade Ludovic Chevassus. Salut Ludo. Très heureux de participer à cette émission. Ça va? Ouais, tout ça va bien? Oui, tout va bien. Je vais te laisser te présenter après. D'abord un petit peu le programme. Aujourd'hui on ne sera pas trop de deux pour parler du gros sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la notion de guerre irrégulière, le modèle de Clausewitz qu'on a vu dans la vidéo précédente et la remise en cause supposée, la remise en cause ou non de ce modèle clausewitzien par les nouvelles formes de guerre, enfin nouvelles, ce sera aussi à discuter. Les formes de guerre irrégulières. La vidéo va être assez longue, mais vous avez le programme, le sommaire, vous pouvez naviguer de la première à la deuxième à la troisième partie. Vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois, c'est long, ça va être costaud, on va aussi se faire plaisir tous les deux, on assume. Au programme aussi de cette vidéo, on va revenir sur la bibliographie, c'est-à-dire les auteurs importants sur Clausewitz pour les élèves et puis les curieux qui ont envie vraiment d'approfondir, d'être incollables sur l'homme, Clausewitz, sur ses théories et puis sur les applications militaires, stratégiques, géopolitiques de cette théorie par la suite. Et puis enfin, un sujet qui va beaucoup vous plaire, j'en suis sûr, on va faire le tour de tout ce qui est tombé au bac depuis que la spécialité AGGSP géopolitique existe, depuis 2021. On va faire le tour de tous les sujets qui sont tombés sur Clausewitz. Et alors là, on peut dire qu'il y en a... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y en a beaucoup, puisque, retenez ce chiffre, peut-être, 50%. 50% des sujets de bac depuis 2021, c'est Clausewitz, soit en dissertation, soit imposé en études de documents. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas faire l'impasse. Ma vidéo précédente sur Clausewitz a été assez dense, a été costaud, a été velue, mais voilà, c'est le niveau attendu. On vous attend vraiment au tournant sur Clausewitz. C'est au cœur du thème le plus important, le thème au cœur du programme de spé de terminale pour le bac. Donc, que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez amateur d'histoire, c'est un incontournable Clausewitz. Il n'empêche que, on en discutait avant de commencer l'enregistrement, c'est clair, Ludo, l'objectif c'est pas de former des experts de Clausewitz, non, ni des surtout experts pas. de géopolitique. Surtout pas. Il faut savoir aller à l'essentiel et donc on va préparer tous les deux un petit document de synthèse comme j'avais fait pour les formes de conflit, voilà, un document A4 avec un schéma, avec l'essentiel, le modèle de Clausewitz et puis les supposées remises en cause du modèle qui tient sur une page. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau en description. Vous n'oublierez pas de nous laisser des petits commentaires, ça fait toujours super plaisir et puis on vous répondra. Je demanderai à Ludo de répondre aussi avec moi. Avec plaisir. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc Ludovic, professeur comme moi de spécialité géopolitique. Et puis surtout aussi membre de l'association Les Clionautes. Est-ce que tu peux nous te présenter? Oui, alors donc je suis enseignant en spécialité depuis plus de 20 ans maintenant. Et effectivement, j'appartiens aux Clionautes. Alors les Clionautes, c'est une association de profs d'histoire-géographie qui vise à la fois préparer des cours, proposer des supports dans le cadre de programmes scolaires, donc collège et lycée, et puis également des prépa Sciences Po ou autres, mais aussi pour les collègues comme pour les étudiants, les élèves, il s'agit de proposer d'autres approches. Alors par exemple, moi je participe avec des collègues à la mise en avant de textes sur une partie du site qui s'appelle le Cliotexte, et en fait qui permet de donner accès à des sources primaires qui peuvent être utilisées en cours, donc pour les collègues bien sûr, mais aussi pour des étudiants. On rédige des analyses sur le cinéma, donc ça s'appelle le Clio Ciné. Il y a une dimension pop culture. Alors on a donc avec William Brou, qui est aussi youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, lui, on essaie de se poser la question de savoir dans quelle mesure on pourrait utiliser tel outil de jeu vidéo dans des cours, ou simplement pour la réflexion. Il y a la partie cours, mais il y a aussi une partie plus large, plus ludique. Et puis, sur ça, effectivement, je lis régulièrement les articles, notamment Ludovic, c'est aussi pour ça que je l'ai invité. Moi, j'aime beaucoup tout ce que tu fais sur les mangas, la culture manga, associé à l'histoire, associé à la géopolitique. Il y a eu ton article récemment sur Godzilla, le film Godzilla, film japonais, et toutes les implications géopolitiques. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc l'association, elle est née en 1998, donc maintenant on a dépassé les 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre en réseau plus d'1 millier de profs. Ça nous permet d'échanger, sur des problématiques liées à la façon de faire des cours, mais aussi sur le métier en général. Pour une bonne part, on est devenus des amis. Alors, on participe régulièrement maintenant au rendez-vous de l'histoire de Blois, donc tous les ans, c'est la grande messe des historiens. Les liaisons aussi avec le ministère, c'est important. Au moment des réformes du bac, par exemple, on fait partie des associations qui ont été consultées afin que nous donnions
un retour d'expérience du terrain, parce que c'est ça qui est important, c'est que on travaille en réseau et en fait on est beaucoup de profs, chacun dans des établissements différents. On peut être, bon toi tu es ici dans un lycée qui n'est pas mon lycée, il y a des collègues qui vont être dans des collèges au fin fond de la Bretagne, au fin fond de Paris, de ce qu'on veut, et en fait chacun a une expérience à apporter aux autres. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire remonter. Et donc, quand on va dire, par exemple, il y a un nouveau programme qui propose d'étudier telle question, eh bien, on va pouvoir tous participer en disant, bon, bah, ça nous semble faisable dans le temps imparti, ça peut-être que ce sera explicité. C'est ce travail en réseau, en fait, qui m'intéresse dans les Clio. Ouais, qui est super. Ouais. Pour la petite histoire, Clio, la muse de l'histoire, hein, dans l'Antiquité grecque, dans la mythologie, et puis Notes comme les internautes, donc en fait les historiens en ligne. D'ailleurs, les Clio Notes, c'est pas uniquement des profs d'histoire géo, c'est aussi des chercheurs, c'est aussi des profs de classe prépa, d'histoire, du primaire, des profs du premier degré. Exactement. On est très ouvert, des étudiants. Des étudiants, oui, tout à fait. Des étudiants de Sciences Po, etc. Oui, qui écrivent des articles, j'ai vu. C'est une super asso, allez voir, c'est très enrichissant parce que le but de la chaîne de Géopole, le but aussi de ton implication avec Clio Notes, c'est qu'on est avant tout des passionnés. Voilà, l'histoire, c'est notre passion. On vit pour ça, on transpire l'histoire, la géopolitique. On fait partie de ces gens qui partent en vacances sur des lieux pour voir des trucs, qui le week-end vont voir des expos, des musées. Mais en fait, voilà, on est nombreux comme ça. Et c'est au-delà d'être des disciplines scolaires, c'est surtout des passions. C'est enrichissant et c'est ça qu'on veut vous transmettre. Ça. Quand on va aller voir Godzilla, quand j'étais voir Godzilla Minus One, évidemment, je me suis fait plaisir en allant voir ce genre que j'apprécie. Mais il y avait aussi la question derrière, qu'est-ce que je pourrais en faire en termes d'analyse historique? Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec des élèves? Donc oui, des passionnés. Je pense que c'est parti. Premier gros sujet, donc le modèle de Clausewitz. Je vous renvoie à la première vidéo si vous voulez une première approche. Je vais donner la parole à mon collègue parce que j'ai donné mon point de vue sur le modèle clausewitzien, sur la guerre régulière, la guerre irrégulière. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue. Je pense qu'on va se recouper globalement, mais entendre une autre musique, c'est toujours super intéressant. Que ce soit pour ses élèves, pour mes élèves, de confronter comme ça, c'est vraiment bien. Puis c'est rare finalement d'avoir deux profs comme ça qui échangent sur le programme. Je vais te donner la parole donc pour nous redéfinir peut-être ce modèle de Clausewitz qu'on associe à tort ou à raison à la guerre régulière et éventuellement la remise en cause, vous allez voir c'est critiquable, la remise en cause de ce modèle avec la notion de guerre irrégulière. Donc je te laisse, allez, carte blanche, carte blanche, c'est parti. Guerre régulière, guerre irrégulière, monsieur Chevassus, vous avez autant de temps que vous souhaitez. Ok, ça marche. Alors, je crois que c'est le bon angle d'attaque quand on va parler de ce programme et puis de Clausewitz, parce que finalement, quand on regarde la structure, on y reviendra sans doute tout à l'heure pour les sujets de bac. Grosso modo, il y a une division entre ce qui serait des guerres régulières associées à Clausewitz, on retrouve ça dans les sujets, et puis ce qui serait des guerres irrégulières nouvelles, qui ne seraient plus vraiment clausewitziennes. Alors, quand on a dit ça, en fait, on a l'impression que les choses sont simples. Comment définir guerre régulière ou irrégulière ? Pour définir les guerres irrégulières, il faut partir de ce que serait une guerre régulière. Alors, si on regarde les études sur la question, grosso modo, la guerre régulière repose sur 3 critères. Le premier critère, qui est l'héritage du développement de la poudre, donc au moment de la Renaissance, c'est cette idée qu'il va falloir organiser le champ de bataille selon des logiques linéaires. Alors on redécouvre les logiques linéaires de l'Antiquité. En fait, l'idée, c'est comment, grâce à ce feu qu'on va délivrer sur l'adversaire, comment on va pouvoir disloquer son ordre de bataille. Et la meilleure façon de disloquer son ordre de bataille, c'est de se mettre en rang. Alors c'est comme ça que, avec tout un tas de réflexions, de tâtonnements aussi, on va aboutir à cette idée qu'il faudrait qu'il y ait 3 lignes qui vont se superposer et puis un feu roulant, de façon continue à alimenter le feu. Donc la première règle, en fait, de cette guerre régulière, c'est, sur un champ de bataille, on va respecter des ordres qui sont définis. La seconde règle qu'on va pouvoir trouver, c'est au moment des traités de Westphalie, en lien d'ailleurs avec le programme de la GGSP, à la suite de la guerre de 30 ans, il y a toute une réflexion, alors qui avait déjà commencé auparavant sur le droit de la guerre et puis le droit dans la guerre. Il y a cette idée de dire qu'il faut mettre des contraintes, des limites. Donc on ne peut pas tout faire à la guerre. C'est la distinction entre notamment le civil et le militaire. Donc, deuxième règle, deuxième définition, c'est à la guerre, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des limites. Et donc, des limites qui sont conditionnées par le politique, par l'État. C'est le souverain qui va dire, bon, ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Et puis, il y a une troisième façon d'aborder les choses qui va cette fois-ci se distinguer, alors avec notamment les guerres napoléoniennes, le fait que les armées vont grossir. On va avoir cette distinction entre
le front, là où on se bat, et l'arrière. Et si on résume tout ça de façon simple pour les élèves, la guerre régulière, ce serait donc une vision occidentale, culturelle, une représentation d'une norme, ou deux normes au pluriel, qui consisterait à dire, voilà, la guerre correspond à des cases. Et tout ce qui n'est pas dans ces cases serait la guerre irrégulière. Et là, on va avoir un problème. Alors, avant de voir le problème, donc, si on résume ce que tu as détaillé, qui est très intéressant, avec une approche très histoire militaire, ce qui est vraiment l'appétence, la sensibilité de Ludovic, là où moi je viens de la cartographie, de l'histoire de la cartographie, donc j'ai une vision peut-être un peu plus parfois, on va dire territoriale ou histoire politique, histoire culturelle. Mais ce qui est très intéressant, les 3 points que tu as évoqués, donc si on résume l'organisation de ce feu, de cette ligne de front. Ouais. Le deuxième élément que tu évoquais, c'était... les règles politiques. Enfin, les règles... Oui, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on ne peut pas faire. Conventionnel, non conventionnel notamment. Et puis le troisième élément... C'est cette idée qu'il y a un arrière. Voilà, la distinction entre le front et l'arrière, les civils et les soldats. Alors moi, j'avais résumé ça, je ne pense pas que tu me contrediras, c'est pour être efficace, pour être aussi percutant dans les copies sur... Qu'est-ce qu'une guerre régulière? C'est une guerre qui oppose des armées nationales de soldats en uniforme. Alors, on pourra en discuter. Oui, je pense que globalement, c'est le modèle qui est posé. Des armées nationales de soldats en uniforme, effectivement, sur une ligne de front qui s'opposent et qui confrontent des feux respectifs dans le but de percer ou de prendre l'avantage sur l'ennemi. Voilà, condenser, c'est ça, mais le raisonnement militaire qu'il y a derrière, c'est ce que tu évoques, et je suis content qu'on ait le temps là de rentrer dans le détail. Donc, ça, ce serait le modèle. Donc, globalement, est-ce que tu appelles ça aussi modèle clausewitzien, du coup? Ce modèle-là de la guerre régulière. C'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. Mais en tout cas, dans l'esprit des programmes, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce modèle qu'on vient de vous exposer, de la guerre régulière, c'est dans l'esprit des programmes. Ce sont des normes occidentales, en fait. Voilà. En fait, cette guerre régulière correspondrait à une façon, à des normes occidentales de se représenter la guerre. Alors, on peut retrouver, on parlera de Clausewitz après, on peut retrouver comme ça un chercheur américain, Victor Davis Hanson, qui avait défini après la guerre froide une idée toute simple, c'est qu'il y aurait un modèle occidental de la guerre. Recherche de la bataille, de la confrontation, le corps à corps, une dimension extrêmement violente, et à côté, donc très occidentale. Et puis à côté de ça, on aurait une dimension orientale, autre, qui serait l'utilisation de la ruse, des coups par derrière, le refus de la bataille. C'est par exemple, si je simplifie, les troupes de Crassus qui vont combattre les Parthes. L'armée romaine, elle est en bloc, elle veut la confrontation directe, et puis face à ça, les Parthes sont des guerriers à chevaux qui tirent des flèches de loin, et puis qui partent, et puis qui refusent le combat. Alors c'est une idée qui apporte aussi une dimension de valeur. Dans la guerre régulière, il y a l'idée de dire que comme il y a des règles, en fait, c'est quelque chose qui peut être acceptable. Alors, je te coupe un instant, évidemment, régulier vient de règles, c'est la même base latine, régulier qui respecte des règles. C'est vrai que c'est toujours intéressant l'étymologie. Vous avez vu mes vidéos de définition, on voit toujours l'étymologie, toujours intéressant. Alors, il y a donc une dimension morale dans cette guerre régulière. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait. C'est Bayard, par exemple. Chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Il se bat sur un pont, il arrête toute l'armée italienne tout seul avec sa superbe épée, et malheureusement Bayard est tué dans le dos par un gueux qui va lui tirer une balle de loin, en plus, en refusant le combat. Et donc il y aurait l'idée de dire que d'un côté, il y a une guerre noble, en quelque sorte, régulière, et puis de l'autre côté, la guerre irrégulière qui ne serait pas noble. Sauf que quand on dit ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Tout d'abord, l'approche culturelle qui tendrait à dire que les Occidentaux pratiquent la guerre régulière les yeux dans les yeux, et puis les Orientaux non. Il suffit de lire l'Iliade et l'Odyssée. C'est ce qu'ont montré les travaux de Jean-Vincent Olindre notamment. Ulysse est le partisan de la ruse. Il est détesté, mais c'est Polyméthis, l'homme aux 1000 ruses. Et face à ça, il y a Achille. C'est-à-dire dire que les Occidentaux pratiqueraient strictement la guerre régulière, les yeux dans les yeux, ça ne marche pas. Si on prend même, on va un peu plus loin. Si on prend la phalange, qui représente l'archétype, Victor Davis Hanson, il part de la phalange. C'est-à-dire que les cités grecques, elles construisent 2 phalanges qui vont se rencontrer dans un choc sur le champ de bataille, et c'est de là que les dieux vont juger finalement qui doit l'emporter ou pas. Sauf que quand on étudie la guerre du Péloponnèse, si on lit Thucydide, il y a tout un tas de troupes grecques, les peltastes notamment, tout un tas de troupes, les frondeurs qui ne visent pas le choc,
qui vise au contraire le harcèlement, qui vise d'autres façons de faire la guerre. Et donc cette guerre irrégulière, qui serait très contemporaine, en fait, on peut lui trouver des racines très anciennes, à tel point qu'en fait, c'est la première forme de guerre, c'est la plus ancienne, en fait. On a d'abord pratiqué la guerre irrégulière. C'est ce que tu me disais quand je préparais ma première vidéo sur les formes de guerre, c'est que c'est la forme la plus primitive. La préhistoire, on pratiquait que la guerre irrégulière. C'est-à-dire le coup de main, pas forcément la confrontation directe. Pour l'instant, tu es resté uniquement sur le champ, finalement, traditionnel du champ, enfin, sur le champ de bataille, où les peltastes combattent aux côtés des phalanges, etc. Mais il faut dire aussi que la guerre irrégulière, globalement, on l'associe au terrorisme, à la guérilla. Oui. Mais du terrorisme et de la guérilla, on en a depuis l'Antiquité aussi. Depuis l'Antiquité, exactement. Si on prend, par exemple, pour être dans l'actualité, la guerre des Juifs, Flavius Joseph, le siège de Massada. Les Romains, quand ils vont aller attaquer Massada, donc pour en finir avec cette révolte juive, la révolte juive, elle a commencé par des attaques contre les troupes romaines. Il y a du harcèlement. Il y a des assassinats, ce qu'on apparenterait aujourd'hui à des formes d'attentats. Alors évidemment avec un gap temporel, parce qu'on n'est pas plus du tout dans la même époque. Mais en fait, il y a cette idée de pratiquer une politique de terreur, en tout cas d'insécurité sur les arrières de l'armée romaine. Bon, déjà c'est assez loin. Cette idée de guerre irrégulière, en fait, on pourrait la résumer aussi en 3 points. La guerre irrégulière, donc qui ne respecterait pas les règles, ce serait la guérilla, c'est-à-dire refuser forcément le combat direct pour préférer le coup de main, donc contre les forces militaires. Donc il y a cette idée de guérilla. La deuxième cible, ce serait de cibler la logistique. En fait, il s'agit de désorganiser les arrières de l'adversaire, c'est-à-dire de semer le trouble chez lui. Donc on va faire sauter des ponts ou attaquer, par exemple, si on est dans l'Antiquité au Moyen-Âge, on va brûler des réserves de blé, par exemple, ou de fourrage. Bon. Et puis, il va y avoir une action psychologique. L'action psychologique, par exemple, peut être la propagande, mais le terrorisme. Le terrorisme, en fait, c'est plus un mode d'action qu'une forme de guerre. En fait, quelle est l'idée qu'on va chercher derrière? Il s'agit de chercher le point faible de l'adversaire et d'appuyer sur ce point faible. Si vous vous considérez comme un peu plus faible, face à un ennemi qui serait trop fort, on ne va pas viser la confrontation directe. Sûr, la victoire sur le champ de bataille qui est impossible. Bien sûr, on a compris ça. Et donc, on va essayer d'obtenir des gains, de tenir, de gagner du temps pour être aussi assez fort, afin de survivre. En fait, la guerre irrégulière, c'est un petit peu réfléchir à l'adversaire. Est-ce que je peux décemment affronter l'adversaire sur le champ de bataille? Est-ce que je peux l'emporter sur le champ de bataille? Exactement. Si je considère que je ne peux pas le faire, à ce moment-là, je vais utiliser d'autres moyens. Alors, en tournant la précédente vidéo sur Clausewitz, je lisais le manifeste de Brunswick, le fameux manifeste du duc de Brunswick en 1792, qui menace globalement de passer par le fil de l'épée tous les Parisiens s'ils ne remettent pas, s'ils ne protègent pas la personne du roi. Et il qualifie les révolutionnaires français de terroristes. C'est le terme qu'il utilise. Donc, être dans une schématisation qui dirait « bah oui, aujourd'hui on a le terrorisme, c'est quelque chose de nouveau, la guerre régulière c'est nouveau », c'est un contresens et sur le terrorisme, qui est aussi ancien finalement que les États, parce que l'État serait aurait le monopole de la violence légitime, et tout ce. C'est ça la guerre régulière, c'est qu'on se met d'accord sur l'État a le monopole. L'État a le monopole, et ce qui ne relève pas de l'État n'a pas ce monopole, et donc est disqualifié, il est relégué à la guerre irrégulière. Mais en fait, tout ça est très ancien. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements avec le modèle de Clausewitz ou le modèle, on va dire, napoléonien. Aujourd'hui, il existe peut-être plus exactement en tant que tel. Ouais, tout à fait. Ça, quand même, c'est vrai. Mais en tout cas, dans la caricature de avant, il y avait le modèle de Clausewitz, c'était la guerre régulière interétatique, et aujourd'hui, c'est plus que de l'irrégulier, c'est nouveau. C'est de la caricature. Ça a toujours existé. Et pour en revenir à la guerre irrégulière, donc, il y a des racines qui sont très anciennes. Mais en fait, on peut prendre deux autres évolutions dans cette guerre irrégulière, qui vont nous amener justement jusqu'à aujourd'hui. La deuxième évolution, ce serait l'impact révolutionnaire. Donc, XXe siècle, quand on va voir la révolution russe et puis ce qu'on va appeler les guérillas communistes, c'est là véritablement que va se nouer aussi un imaginaire de la guerre irrégulière autour de cette guerre révolutionnaire, c'est-à-dire avec une pure dimension politique aussi derrière. Il s'agit de transformer, de libérer un territoire, mais aussi de transformer la société. Et comment on va le faire? On est confronté à des armées qui sont puissantes,
Ça peut être l'armée indochinoise, l'armée française par exemple, qui peut apparaître comme mieux équipée a priori que le Viet Minh. Ça dans peut la guerre être d'Indochine. dans la guerre d'Indochine, ouais, exactement. Si vous prenez, si on prend, restons en Indochine, donc le Vietnam après, si on prend l'armée américaine beaucoup plus équipée, donc là aussi comment on va réfléchir. Donc il y a une dimension qui peut être, qui est liée véritablement à une grille de lecture politique et c'est là que je voulais en venir. Il faut relire Mao. Si on prend Mao, il est intéressant parce que pour conquérir le pouvoir, il dit que, grosso modo, hein, je simplifie, il y a trois moments. Le premier moment, il est en infériorité, c'est qu'il va falloir s'installer dans un territoire. Voilà, il va falloir structurer, avoir des bases en fait pour sa révolution. Le but étant prendre le pouvoir en Chine et donc exclure les nationalistes et puis plus tard les Japonais. Première phase. Deuxième phase, apporter l'insécurité face à l'adversaire. Et donc c'est là qu'on va pratiquer la guérilla. Mais au bout du bout, l'irrégulier doit devenir le régulier. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est très intéressant, si on reprend l'Indochine, avec Ho Chi Minh par exemple, et puis Giap, quand on étudie la guerre d'Indochine, quand les troupes françaises vont être confrontées au soulèvement de 1945, et puis dans ces évolutions, l'armée française, qui arrive de France, est une armée pour le coup régulière, il y a des troupes qui ont libéré Paris, enfin on arrive avec des blindés, et puis on se retrouve à lutter dans des marécages avec des irréguliers qui n'ont même pas d'uniforme, qui mettent des pièges en bambou, qui tirent contre 3 soldats français, puis ensuite qui partent, donc c'est asymétrie complète des moyens. Bon, première phase. Mais ce Viet Minh, il finit à Dien Bien Phu, 1954. Et Dien Bien Phu, c'est quoi ? Ça ne peut pas être plus régulier que ça. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'armée française, les parachutistes qui sont dans une cuvette avec leurs collines et qui vont être battus par une approche totalement régulière avec de l'artillerie massivement utilisée par le Viet Minh. L'irrégulier est devenu régulier. Mais si on retourne les choses autour de Dien Bien Phu, alors c'est très peu connu, mais l'armée française en fait va comprendre assez vite qu'elle est confrontée à une nouvelle façon entre guillemets d'aborder la guerre. Et elle a besoin de s'adapter. L'armée française va développer des unités qui vont combattre en tant que force régulière de façon irrégulière. Des tirailleurs. Oui, qu'on va envoyer dans des maquis. Et donc, on va organiser des maquis comme ça. Mais on retrouve ça dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale est une guerre régulière ? Bah oui, dire guerre totale, les grands mouvements de blindés, les débarquements. Bah, il faut regarder ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, les troupes anglaises vont créer des unités ex nihilo pour apporter l'insécurité sur les arrières italiens. Du harcèlement, exactement. Des tirailleurs. Pourquoi ? Parce que c'était... On a la sonnerie qu'on va laisser passer. Exactement. Tirailleurs, harcèlement, finalement, c'est aussi le ressort d'armées régulières. Mais bien sûr, parce qu'en fait, il s'agit de répondre à une problématique. Comment je peux porter des coups à l'ennemi ? Alors, je ne sais pas si je te lance tout de suite là-dessus, mais là, ça nous emmène peut-être sur le terrain contesté aussi de la guerre hybride. Est-ce qu'on n'est pas là, déjà, dans cette notion de guerre hybride ? Je sais que toi, tu n'aimes pas beaucoup. N'empêche qu'on la rencontre régulièrement. Oui, c'est pas que... Bon, déjà... C'est-à-dire, alors, la guerre hybride, si on dit simplement, donc on a la guerre régulière, la guerre irrégulière, hybridation des deux, on mélange un petit peu les deux, on est sur de la guerre hybride. Alors, moi, la définition que je retenais, que je donne à mes élèves, c'est lorsque la composante irrégulière devient la composante principale de l'affrontement entre deux forces. C'est-à-dire que le régulier, finalement, passe sur un second plan et que l'irrégulier prend le dessus. Alors, est-ce que je te lance là-dessus tout de suite ou tu veux finir d'abord sur l'irrégulier ? Non, parce qu'en fait, c'est lié. Tout est lié. Oui, tout est lié. La notion d'hybridité, en fait, on va la retrouver. C'est une approche américaine. En fait, pour faire simple, à la fin de la guerre froide, on a l'impression que le champ de bataille, c'est fini. La première guerre du Golfe serait la dernière complètement clausewitzienne, c'est-à-dire que l'armée, la coalition a vaporisé l'armée irakienne. À l'époque, il faut voir ce qu'on disait, la 3e armée du monde, enfin, on disait un peu tout et n'importe quoi, puis finalement, pouf, au bout d'un mois de combat véritablement, de matraquage aérien et puis de combat au sol, il n'y a plus rien. Et donc on considère que l'hyperpuissance américaine ou l'hyperpuissance de façon plus générale occidentale fait disparaître l'idée même d'une confrontation possible. Ça n'a plus de sens. Et donc la guerre ne va pas disparaître pour autant, mais la guerre se transformerait et deviendrait une guerre irrégulière avec des groupes non étatiques, par exemple. Bon.
Tout ceci nous amène, au cours des années 90, à des interventions plus ou moins réussies. La Somalie, par exemple, pas très réussie pour les troupes américaines, confrontées à une guerre irrégulière, mais plutôt réussie quand on pense au Kosovo en 1999, où c'est un matraquage aérien de 79 jours qui va mettre fin finalement à la volonté serbe de poursuivre les massacres vis-à-vis des Kosovars. Et là, début des années 2000, il y a les attentats du 11 septembre, et puis il y a la guerre en Afghanistan, il y a la guerre en Irak en 2003, et en fait les États-Unis, l'armée américaine se retrouvent confrontée à un problème, c'est que ça ne marche pas. Il y a l'idée de dire que, alors que l'armée irakienne par exemple a été terrassée en 2003, la guerre n'est pas gagnée. En fait, ça continue. George Bush, à l'époque, dit le job is done. Il est sur le porte-avions, c'est bon, on a gagné. Mais en fait, il oublie une chose, c'est que c'est pas le vainqueur qui dit qu'il a gagné, c'est le vaincu. Tant que le vaincu ne reconnaît pas qu'il a perdu, en fait, le vainqueur, il n'y a pas de vainqueur. La guerre continue. Et donc, il y a toute une réflexion qui va se nouer et qui va aboutir chez certains théoriciens américains à cette idée de dire qu'il y a une nouvelle forme de guerre, la guerre hybride. Et en fait, effectivement, ce serait une espèce de guerre régulière mélangée à la guerre irrégulière. Alors, pourquoi j'aime pas forcément ça? C'est parce qu'on en a fait quelque chose de complètement nouveau, alors que c'est quelque chose de très ancien. Je vais donner un exemple très simple. Si on prend Du Guesclin, Du Guesclin, c'est de la guerre hybride. C'est un noble. T'es pas un homme du peuple, c'est un noble qui doit respecter des règles et qui, pour lutter contre les Anglais, utilise la guerre irrégulière. La pratique du coup de main. On rappelle un peu le contexte, on est dans la guerre de 100 ans. Voilà, c'est la guerre de 100 ans. Moyen-Âge, et effectivement, on est déjà dans des formes d'hybridation. En fait, dès lors qu'on a de la guerre régulière et de la guerre irrégulière, il y a forcément eu, à partir du moment où les deux coexistent, cohabitation, hybridation. Parce qu'il y a une dimension aussi qui va être utilisée, on parlera de techno-guérilla, il y a une dimension très américaine qui va être de dire, une façon de classer tout ça, c'est de dire, grosso modo, la guerre régulière, c'est le fort, beaucoup de technologie, beaucoup de moyens, et la guerre irrégulière, c'est le faible. Peu de technologie, peu de moyens. Bon, on regarde les outils aujourd'hui, c'est la guerre irrégulière. L'hybridation se fait parce qu'ils utilisent des missiles ou des drones qui vont attaquer, y compris des navires de guerre occidentaux. Il y a l'idée de dire ensuite, les Russes, il y a un coup de génie là. J'avais mis un texte sur Gerasimov là-dessus. Au moment où la guerre commence en Ukraine, on vous met les références dans. Oui, on mettra les références. Quelque chose qui m'avait énervé. Enfin, ça n'a pas à m'énerver, mais en tout cas qui m'avait fait titiller un petit peu, c'est que on avait dit les Russes en fait pratiquent une nouvelle forme de guerre. Donc dans le conflit ukrainien. Dans le conflit ukrainien, c'est les petits bonhommes verts, c'est la guerre hybride, c'est-à-dire que les Russes ne font pas vraiment la guerre, mais en même temps ils font la guerre. Et donc ce seraient les inventeurs de ça. Le problème c'est que c'est pas ça la doctrine Gerasimov. Quand vous lisez le texte, Gerasimov propose à l'état-major russe, et donc au pouvoir politique et notamment à Vladimir Poutine, propose une grille de lecture de la façon dont les Américains, et par extension les Occidentaux, pratiquent la guerre. Ils ne sont pas en train d'inventer une nouvelle forme de guerre. En fait, c'est un commentaire. Quand vous prenez un texte qui est paru, qui a été écrit fin des années 90, donc deux colonels chinois réfléchissent à la fin des années 90, et le texte est traduit en français, enfin il est accessible début des années 2000, sur l'idée d'une guerre... Le nom du bouquin ? La guerre hors limite. La guerre hors limite. La guerre hors limite. Sur l'idée en fait, d'utiliser toutes les composantes. À la fois des composantes militaires, mais aussi des composantes psychologiques. La propagande, c'est les débuts du numérique, et puis les composantes médiatiques, économiques. De vaincre. De vaincre, mais pour qui? Pour la Chine. Comment la Chine va réussir à vaincre l'Occident? C'est ça le propos de ce livre. Et si on prend en fait ce qu'il y a dans ce livre, c'est ce qu'on va retrouver dans les descriptions de ce qui serait la guerre hybride derrière. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de guerre hybride, elle répond en fait à un problème. Il y a un problème, et face à ce problème, on essaie d'apporter une solution conceptuelle. Sauf qu'en fait, la réponse qui est donnée dans cette solution conceptuelle, c'est qu'on semble avoir oublié tout un tas d'acquis auparavant. Les années 90 sont marquées dans la façon de penser à la guerre aux États-Unis par une idée dominante qui est, c'est la révolution des affaires militaires, l'idée que la technologie, la technique apportera toutes les solutions. Sauf qu'il y a un blocage. Les attentats du 11 septembre, ça reste un groupe avec assez peu de moyens finalement, qui avec des couteaux et des cutters parvient à toucher le cœur des États-Unis. Et donc là, la technique, elle n'a pas fait grand-chose. Et donc en fait, c'est ce blocage qui aboutit à ce qu'on parle de guerre hybride. Moi, ce qui m'avait intéressé dans ces nouveaux programmes,
c'était aussi de voir, c'est une façon qu'on peut aborder avec les élèves, comment expliquer finalement que cette idée qu'avant la guerre était régulière, maintenant elle serait régulière, ce côté asymétrique, ce côté guerre hybride, comment expliquer que ce soit dans nos programmes? En fait, c'est une vision très américaine. Et donc là, on peut étudier la capacité d'une puissance par la norme, et ici c'est la norme, sa réflexion, sa capacité intellectuelle à nous imposer des schémas et des idées, qui en réalité ne correspondent pas forcément à la façon dont les Français, les Anglais, les Allemands, peu importe, pourraient réfléchir à la guerre. N'empêche qu'on retrouve ça dans nos programmes. Parler de guerre hybride, en fait, alors ça marche bien. On a aussi Olivier Zaget qui avait parlé de ça, donc un spécialiste, un stratégiste français, prof à Lyon, qui avait utilisé l'expression de buzzword. C'est-à-dire qu'on est dans une période aussi où on a besoin de concepts simples. Et donc, un mot qui fait le buzz. Voilà. Ça, guerre hybride. Guerre hybride, ça fait le ça buzz, marche. ça imprime. Mais de la même façon que ce matin. Notamment dans les médias. Dans les médias. Quand j'ai fait mes petites recherches sur la notion de guerre hybride, c'est un terme qui est très employé dans les médias, par la presse nationale notamment. Peut-être moins par les chercheurs ou pour le nuancer, pour l'expliquer. C'est très intéressant parce que quand on regarde certaines interventions, notamment de spécialistes, je pense à Benoît Billan, que j'avais pu interviewer, à Michel Goya notamment aussi, quand ils vont passer dans les médias, ils vont avoir plutôt tendance à nuancer ou à lutter contre ça. Mais ça revient. Ça revient parce que ça matche bien en fait. C'est une notion qui imprime. Ce matin, c'était à la radio, on parlait de la guerre. Ce qui se passe au niveau des paysans, c'est la guerre entre les paysans et les écologistes. On employait le terme. Enfin, c'est pas ça la guerre. Où on parle aujourd'hui, on dit qu'entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre totale. On dit c'est une guerre totale parce qu'on voit les images, mais c'est pas une guerre totale. Si c'est une guerre totale, mais on sait pas on ne sait plus ce qu'est une guerre totale. En fait, regardez la Seconde Guerre mondiale et la façon dont les Soviétiques s'y sont plongés de force, et regardons aujourd'hui comment vivent les Russes. Comment vivent même les Ukrainiens. J'ai des contacts avec des élèves ukrainiens qui vivent aujourd'hui en Ukraine. La vie n'est pas rose, mais c'est pas la guerre totale dans le sens où ils ne sont pas tous encore mobilisés à 3000% pour la victoire. Il y a une utilisation des notions et des termes approximatives et finalement contre-productives. C'est comme la notion de terrorisme. Aujourd'hui, il y a des éco-terroristes quand on entend des responsables politiques, les médias. Et finalement, on vide les notions, on vide les termes de leur sens. La notion de régime totalitaire, la notion de guerre totale, la notion de terrorisme, ça a un sens. Et les utiliser à toutes les sauces, en fait, c'est complètement contre-productif parce qu'il n'y a plus de hiérarchie, tout se vaut. Et quand il faudrait vraiment les employer, c'est comme quand on crie au loup, on crie au loup, au loup. Il y a pas de problème. Lorsqu'on emploie mal les mots, mal nommé ajoute au malheur du monde, comme on disait, et par conséquent, mal employer les mots, au moment où on aurait vraiment besoin de les employer pour caractériser une situation, ils sont plus opérants. Ils ont été vidés. Les parallèles ne vont plus. Donc attention au choix des mots, effectivement. Et du coup, on va chercher autre chose, alors qu'en réalité, les réponses, elles sont peut-être déjà là. Pour finir sur la guerre irrégulière, parce que ça fait une grosse parenthèse quand même. Oui, mais c'est intéressant. On reviendra aussi sur l'Ukraine, sur la guerre russo-ukrainienne. Puisque finalement, alors l'approche qu'on peut avoir en classe, c'est de dire que le conflit russo-ukrainien a réhabilité le conflit interétatique. Et quelque part, la guerre, une guerre régulière hybridée, évidemment, de l'hybridation, sur ce plan-là, est-ce que tu es quand même d'accord pour dire que depuis l'invasion de l'Ukraine, on est quand même sur un retour du conflit interétatique? Alors numériquement, non, parce que c'est un conflit, mais en tout cas revient sur le devant de la scène une forme de conflit qui, croyait-on, tu disais 91, la guerre d'Irak, ou 2003 éventuellement, la guerre de 2003, elle a duré, elle s'est vite transformée en guerre irrégulière, le retour de quelque chose qu'on croyait révolu. Oui, alors ça va me permettre de finir avec la guerre irrégulière. Alors, il me restera un élément quand même. Après, mais je te relancerai, vas-y. Tu vas voir. Le retour, non. Moi, je dirais non, parce que tu emploies le terme de conflit. Et je vais dire pourquoi. Ma fameuse guerre irrégulière, on l'a souvent associée au faible. C'est une réponse du faible pour s'adapter en fait au fort. C'est la réponse qu'on retrouve, le côté asymétrique. Faut réfléchir un petit peu peut-être autrement aussi. La guerre irrégulière, ça a été une réponse après la guerre totale, la Seconde Guerre mondiale, la première et puis la Seconde Guerre mondiale, et le danger nucléaire finalement, ça a été une façon pour les superpuissances de continuer à faire la guerre, de ne pas respecter des règles.
la guerre, le coup de main. Par exemple, on va installer ici un régime dictatorial. Ici, on va soutenir tel groupe qui pratique pourtant le terrorisme. C'est une forme de guerre irrégulière. Et là, c'était un fort, les États-Unis, un fort, l'URSS. Et donc, pourquoi, à mon sens, parler de retour du conflit interétatique pose problème? Parce que le mot conflit ne veut pas dire guerre. Le conflit, il y en a toujours eu. Les conflits, en fait, ils ne sont pas forcément violents. Oui. Et donc, en fait, le conflit n'avait pas disparu. Ce qui avait disparu, c'était, en tout cas dans les imaginaires, cette idée que une armée puissante d'un pays puissant ne rencontrerait pas une autre armée puissante d'un pays puissant. Avec un champ de bataille, avec parce un rapport que de voilà, force les années 90, et le retour de la tactique, etc. Exactement. L'ouverture du monde, les années 90, la globalisation, le fait que l'État va peut-être disparaître, il y aurait moins de frontières, il y a trop d'intérêts communs, donc pourquoi finalement risquer de tout perdre dans une confrontation? Si je reviens à la guerre de 99, au Kosovo, elle est très importante. Parce que dans la guerre de 99, l'ONU ne parvient pas à limiter la violence qui est pratiquée par les Serbes vis-à-vis des populations au Kosovo. Qui intervient? C'est l'OTAN. L'OTAN intervient, et puis il y aura le matraquage des positions serbes, notamment de Belgrade, pendant 79 jours, qui aboutira à la fin des hostilités. Belgrade va dire, bon, ok, on arrête, et puis on va négocier. Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, la Russie avait proposé une médiation. Et en fait, la médiation ne va pas intervenir parce qu'au moment où les Russes vont véritablement à l'ONU essayer de négocier quelque chose, les Américains et l'OTAN ont déjà bombardé. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains n'ont pas tenu compte de la puissance russe, qui était devenue quotité négligeable. Il y a une personne à l'époque qui regarde ça avec intérêt, qui n'est pas encore au pouvoir, ça va être Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il va s'installer petit à petit, c'est Alain Bauer qui montre ça dans son dernier film, va s'installer petit à petit l'idée, chez certaines puissances, que lorsque vous êtes puissant, vous pouvez faire, les États-Unis en l'occurrence ici avec l'OTAN, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que vous avez la puissance. Bien sûr. Oui, c'est le protocole de Kyoto, on fait signer des traités mais nous on ne les signe pas, exactement. Etc. Bien sûr, c'est toujours. Et qu'est-ce qui va nourrir la guerre? La guerre, en fait, c'est un risque maximal. Mais le risque maximal peut aussi venir d'une mauvaise perception. Si vous considérez que vous avez, en tant qu'État, un État qui est face à vous est un État qui est faible, vous pouvez être encouragé à penser que ça vaut le coup de l'attaquer, parce que vous ne risquez pas grand-chose. Il est faible. C'est l'affaire de la Géorgie, en 2008, qui croit pouvoir récupérer des territoires, parce qu'il y a des tensions avec la Fédération de Russie. Alors, est-ce que ce sont les Russes qui ont laissé croire qu'ils étaient vraiment faibles pour pousser les Géorgiens à attaquer, ou est-ce que c'est une mauvaise lecture des Géorgiens? En fait, peu importe. À un moment donné, il y en a un qui a cru que l'option militaire était valable. Et puis derrière, en fait, ça n'a pas fonctionné. Il s'est pris un revers de bâton. Et donc, l'idée, dans ces années 90-2000, que la guerre entre États va disparaître, pas le conflit, la guerre. Voilà, la guerre exactement, va disparaître, elle a pu germer, mais en fait, elle a germé plutôt dans des considérations ethnocentrées occidentales. Et ça, c'est important. On verra tout à l'heure quand on parlera de Clausewitz, mais on oublie l'autre, en fait. On oublie l'autre. Et donc, penser qu'on va refuser la guerre parce que la guerre, c'est pas bien, ça détruit, ça, c'est une posture qui peut être la nôtre. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, il faut être un. Celui qui veut la faire. Après tout, la question est de savoir si en face, la personne va se défendre ou pas. Donc, elle marche bien, celle-là. Elle marche bien. Ok, super. Alors, sur les notions de guerre régulière, guerre irrégulière, alors je reviens quand même sur l'irruption du nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de confusion et d'approximation chez les élèves dans les copies, entre régulier, conventionnel. Tu seras d'accord avec moi, quand on est sur l'utilisation de l'arme nucléaire, on est sur une prérogative étatique, sur la souveraineté des États, donc on peut considérer qu'on est sur un terrain quand même plutôt régulier, de l'affrontement régulier. En revanche, c'est une arme non conventionnelle, puisque c'est une arme qui frappe de façon indiscriminée, civils et soldats, donc on est sur du non conventionnel. C'est ce que je disais dans ma petite vidéo de 8 minutes sur les formes de conflit. Une armée régulière peut faire usage de moyens non conventionnels, armes chimiques, armes biologiques, armes nucléaires. Voilà, petite clarification. Maintenant, on va s'aventurer vers Clausewitz, mais on reste dans la guerre irrégulière, puisque l'idée incroyable,
que Clausewitz ne se serait pas intéressé à la guerre irrégulière et qu'il y aurait donc à opposer un modèle clausewitzien de la guerre régulière interétatique à un autre modèle anti-clausewitzien, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, de la guerre irrégulière. C'est un non-sens. On est d'accord, c'est un non-sens. Oui. Bah déjà, si on lit Clausewitz, lui-même parle d'une des composantes de cette guerre irrégulière, qui est la guérilla. Donc déjà, il la prend en compte. La guerre, en fait, si on devait donner une vraie définition, enfin une définition simple, la guerre, c'est la guerre. Point. Ensuite, il y a la question de savoir comment on va la faire. Ouais. Est-ce qu'on va respecter les règles ou est-ce qu'on ne va pas les respecter? Sachant que la finalité de la guerre, c'est pas un sport. Le but, c'est pas de participer. On n'est pas comme en Coupe de France, par exemple. Vous avez le petit Pousset qui va rencontrer l'équipe de Ligue 1. Le petit Pousset est content, il va passer à la télévision, ça va être son heure de gloire. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais bon, il va être content, voilà. Ouais. Mais dans l'absolu, à la guerre, c'est pas ça qui va se jouer. Le petit Pousset, peut-être que pour lui, ça va être une question de survie. Et donc, il va utiliser tous les moyens à sa disposition, en fait. Parce qu'on est dans un schéma, c'est une confrontation de deux blocs, la guerre. Et donc ça va être important. Donc, oui, Clausewitz permet de penser la complexité. Et donc, de la guerre. Le résumé, finalement, à Clausewitz, c'est la guerre régulière, et puis tout ce qui n'est pas guerre régulière, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Il y a des exemples, tu veux qu'on parle de Clausewitz tout de suite ou... On peut aller sur Clausewitz, on peut aller sur la place des formes irrégulières dans le traité, dans de la guerre. La guerre d'Espagne, finalement, les guerres révolutionnaires ont aussi des composantes irrégulières, évidemment. C'est présent déjà. Il est confronté dans le texte. Clausewitz, en fait, pour... Et d'ailleurs, Clausewitz donne un nom à la guerre irrégulière. Il l'appelle pas guerre irrégulière, il appelle... Lui, il utilise le terme de guérilla. Et de petite guerre Et aussi. de petite guerre. La petite guerre. La guerre irrégulière chez Clausewitz. Alors, je ne sais plus si dans De la guerre, il utilise l'expression en tant que telle, ou si c'est dans de la correspondance. Non, il l'utilise d'abord dans de la correspondance. Et tu m'avais dit aussi qu'il avait le projet d'une suite au traité. Oui. Donc, en fait... chez Clausewitz, effectivement, on parle de petite guerre. Alors, pour revenir rapidement, Clausewitz va entrer dans l'armée à l'âge de 12 ans. C'est une façon pour lui, il appartient, parce qu'on dit von Clausewitz. Bon, on n'est pas certain qu'il appartenait, enfin il n'y a pas de preuve qu'il appartenait au tout début à une... C'est ce que je disais dans ma vidéo, la petite blague, la petite noblesse. Voilà, toute petite. Bon. L'armée, en fait, c'est une façon pour lui d'accéder, c'est un ascenseur social. Voilà, exactement. Et donc quand il va rentrer dans l'armée à 12 ans, il va être confronté à des premiers combats à l'âge de 13-14 ans, et l'une de ses premières connexions à la guerre, c'est la petite guerre, qui va être pratiquée par les troupes françaises. La petite guerre, c'est-à-dire cette idée de, je reviens sur mes 3 lignes, les soldats de la 3e ligne, en fait, ils vont intervenir en tant que tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles, approche irrégulière, et puis ils vont harceler un petit peu les lignes adverses. Mais c'est aussi cette idée qu'ils voient apparaître au tout début des campagnes napoléoniennes, et notamment à partir, qui va beaucoup l'intéresser à partir de la guerre d'Espagne, il y a cette idée de dire que le peuple peut se retourner contre l'occupant. Et en fait, ça, on le sait par rapport à sa correspondance, et il va faire un cours à Berlin, donc à l'école de guerre allemande, sur cette question, et d'associer le peuple. L'idée étant que, si je simplifie en fait, pour Clausewitz, la petite guerre, la guerre irrégulière, la guérilla, elle est présente, elle est au cœur de la pensée. Ça va être une façon extrêmement efficace de défendre un territoire. C'est-à-dire que vous allez... Toujours le primat de la défense aussi. Voilà, exactement. De la défense, c'est ça. L'une des façons de répondre à une attaque trop puissante, face à une armée qui serait trop puissante, c'est d'accepter que cette armée rentre dans le territoire et de rendre ses arrières, ses lignes de ravitaillement non sécurisées. Non opérantes. Exactement. Et donc, en fait, il y a là des germes qui vont être réutilisés a posteriori, notamment repris par Lénine, repris par Mao, de cette idée de partisan. En fait, il y a une approche, il n'y a pas la dimension politique dans le sens communiste du terme chez Clausewitz, mais il y a cette idée que les forces vont permettre de résister. Alors attention, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'on pourrait faire des confusions, ce n'est pas la guerre révolutionnaire. Le but de ce peuple en armes n'est pas d'aller renverser l'autorité. Le but est de résister à un envahisseur. Et notamment, il y a quelque chose qui est très intéressant chez lui, c'est que 5-6 ans avant la campagne de Russie, à laquelle il participe. À laquelle il va participer. Alors Clausewitz échange beaucoup. Alors,
avec sa femme, qui va être très importante dans la structure Marie von Brühl, Marie, qui, vous savez, elle sera l'éditrice du traité, publiée après l'année qui suit la mort à la demande de Clausewitz. À la demande de Clausewitz. Parce que Clausewitz, bon, je le dis tout de suite, mais en fait, Clausewitz n'avait pas l'intention de finir son traité. D'accord. Donc il y a les textes, il le dit, et il dit à sa femme, c'est toi qui t'occuperas de publier tout ça, parce qu'en fait, mon travail ne sera jamais fini. En fait, il veut explorer le plus de choses possible jusqu'à sa mort. Il laissera quelque chose d'inachevé. Et en fait, ce sera ensuite à sa femme de mettre ça en œuvre. Et puis surtout, il espère, il a une phrase c'est Bruno Colson qui raconte ça, dans sa biographie. Dans la grande biographie que je cite en référence, la biographie de référence. Exactement. Ah oui, franchement, c'est la biographie. Il explique qu'il espère Clausewitz espère que son livre lui survivra 2 ou 3 ans. Un peu plus de 2 ou 3 ans, et qui pourra servir aux générations futures pour réfléchir. C'est-à-dire qu'il a une idée de laisser une trace dans l'histoire, en espérant qu'il ne disparaîtra pas. Et donc, si je reviens à ma campagne de Russie, dans les échanges qu'il va pouvoir avoir avec des amis à lui, notamment Charnost, et puis d'autres officiers, et donc sa femme, il y a cette idée de dire qu'il espère que Napoléon entre en Pologne. Il dit, si Napoléon entre en Pologne, on va pouvoir commencer à le battre sur le terrain. Mais, s'il entre en Russie, alors il perdra. Il perdra... Avant le début de la campagne, de manière prophétique. C'est intéressant. Et il a pris un gros engagement, puisqu'il a quitté la Prusse pour rallier la Russie contre l'avis de son état-major et de son camp. Donc il avait vraiment... Clausewitz est un passionné, on y reviendra, c'est presque un héros romantique. C'est une forme de... C'est un héros romantique. Il y a plein d'anecdotes intéressantes à ce sujet. On va les voir après, mais il y croit vraiment. Il y croit vraiment. C'est pas juste un intellectuel dans son abstraction, il y croit, il applique son modèle. Il y croit vraiment, pourquoi ? Parce qu'il y a l'expérience de ce qui se passe en Espagne, il y a l'expérience de ce qui s'est passé en France, et en fait, il regarde une carte, tout simplement, et il réfléchit. Et qu'est-ce qu'on voit ? La Russie, c'est immense. Et c'est-à-dire que la Russie pourra offrir ce que peu de pays, et notamment la Prusse n'a pas. La Prusse n'a pas ça. La Prusse est obligée d'avoir une armée forte qui doit gagner assez vite parce que le territoire est tout petit. La Russie a un luxe, exactement. La Russie a un luxe que peu de pays ont et que la Russie a toujours aujourd'hui, c'est qu'elle a de l'espace. Et de l'espace, ça lui offre du temps. Et donc en fait, toute l'idée, c'est que plus Napoléon entrera en Russie, parce que c'est au conditionnel à l'époque, entrera en Russie avec une grande armée. Si on lui refuse la bataille décisive, l'armée s'éloignera de ses bases arrières, et plus elle s'éloignera, plus elle pourra être harcelée par ces formes de guerre irrégulière. Et au bout du bout, la Russie ne pourra pas tomber. Parce que en fait, c'est trop grand, c'est un trop gros morceau. Et c'est fondamental, cette campagne de Russie. Donc, la campagne de Russie, vous savez, qui se termine par la Bérésina, qui est devenue proverbiale. C'est l'échec total d'une armée régulière. Oui, alors l'échec total, ce qui est intéressant, c'est que Clausewitz, quand on dit il faut espérer que ce ne soit pas une Bérésina. Oui. En fait, est-ce que la France a perdu à la Bérésina ? Clausewitz dit non. Pas encore. Non, il dit c'est une catastrophe. L'armée française devait être détruite. Napoléon parvient à sauver finalement. Malgré tout. Exactement, il parvient à sauver le gros... Donc c'est pas le désastre français qu'on croit. En fait, vu du côté français, on va dire que c'est le symbole absolu de la retraite, mais en fait, d'un point de vue strictement militaire, Clausewitz voit qu'on a raté une occasion de détruire le reste de l'armée française, exactement, parce qu'en fait, il restait encore des troupes, et notamment, cette destruction ne se fait pas parce que les Russes sont épuisés. La campagne de Russie, elle est terrible, mais pour des deux camps, exactement. Et il y a chez les généraux russes la peur du génie. Et en fait, ils n'osent pas. Ce qu'explique Clausewitz, c'est qu'ils n'osent pas véritablement y aller. Ils ont peur qu'il y ait encore un coup. Il se passe encore quelque chose. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Dans la guerre napoléonienne. On rappelle que Clausewitz qualifie Napoléon de dieu de la guerre, carrément. Ce qui traduit un petit peu, il utilise l'expression, ce qui traduit l'état d'esprit de l'époque. Le vainqueur d'Arcole, le vainqueur d'Austerlitz, de Iéna, Auerstedt, même si c'est pas lui qui combat, mais je veux dire, il y a tellement de grands succès, il y a tellement de génie chez cet homme. D'ailleurs, une chose toute simple là-dessus, c'est que parmi les écrits de Clausewitz, donc on a de la guerre, on a sa correspondance, on a des poèmes, des choses qu'il a pu faire, puis il y a surtout ses récits de campagne qui sont intéressants sur la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans. La guerre de 30 ans, c'est pas très connu, mais il en a aussi, et sur les campagnes napoléoniennes. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a écrit sur la campagne de 1812, 1813, 1814, 15. Bon. Il y a un corpus sur les campagnes d'Italie auxquelles Napoléon n'a pas participé. Et en fait, il n'y a rien sur Iéna, Auerstedt,
D'accord. Il n'y a pas le summum pour la puissance napoléonienne, du génie napoléonien, il n'écrit pas dessus. Donc c'est un peu étonnant. D'autant plus qu'il a participé. Voilà, il a participé. Mais pourquoi il n'analyse pas? Parce qu'il dit, notamment la campagne d'Italie, il dit, mais pourquoi j'ai fait la campagne d'Italie quand Napoléon n'y était pas? Ben justement parce que Napoléon n'y était pas. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Il dit, si Napoléon avait été du côté des Français, il était à Vienne. Donc c'est les campagnes de la fin 18e. Si Napoléon avait été autrichien, l'armée autrichienne aurait fini au milieu de la France. En fait, il est tellement supérieur aux autres que ça n'a pas de sens. C'est pas drôle à étudier. C'est pas drôle, le terme est mal employé, mais en fait... Il brise les règles, il ne joue pas le même jeu. Et donc, il préfère étudier les moments où il n'est pas là pour essayer de comprendre les mécanismes, avec des généraux, entre guillemets, plus moyens ou plus normaux. Donc oui, il le considère comme un dieu de la guerre, dans le sens où il est vraiment au-dessus, il a un coup d'œil. Même si il perçoit aussi les faiblesses de Napoléon, et notamment l'une de ses faiblesses centrales qui est sa volonté absolue de chercher la bataille décisive. C'est quelque chose que on associe souvent d'ailleurs à la recherche de la bataille décisive. J'allais te le dire. C'est pas si simple que ça. On associe la stratégie clausewitzienne à cette recherche de la bataille décisive, alors que lui, il le diagnostique comme un point faible. Ce n'est pas si simple que ça. Notamment avant la grande bataille des nations, la bataille de Leipzig, qui va aboutir finalement à un premier effondrement napoléonien. Il y a toute une série de combats auparavant, où Clausewitz le dit très clairement. Il l'avait dit aussi en tant que conseiller aux Russes, il faut livrer bataille, même si on est sûr de la perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, en livrant bataille, on va affaiblir la position de la grande armée, et au bout du bout, on gagnera celle qu'il faut. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée de dire il faut rechercher la bataille pour la gagner à tout prix, c'est pas vrai. Est-ce que l'on peut perdre une bataille? Est-ce que perdre une bataille fait que derrière on peut quand même gagner? Oui. Gagner la guerre. Bien sûr. En fait, l'objectif suprême est derrière. Alors que Napoléon a plutôt la volonté de chercher la bataille décisive qui aboutit à l'effondrement de la volonté adverse et donc du coup à la négociation. Typiquement, c'est la campagne 1806, Austerlitz et puis Jena, qui traumatisme au plus haut point Clausewitz. Il l'a vécu et puis c'est l'effondrement d'un monde. Deux batailles et puis l'écrasement, il est total. On va négocier derrière. Donc cette idée de bataille absolue où on va chercher la décision quoi qu'il en coûte, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus. Bon, on arrive un petit peu sur vraiment l'intitulé des programmes. Clausewitz à l'épreuve des guerres irrégulières, Al-Qaïda et Daesh. Alors, on va l'évoquer vraiment sous un angle. Tu as consacré un article à un bouquin récent, The Strategy of Terrorism, Newman et Smith. Alors, dis-nous un petit peu, donc, le titre de ton article, c'était Clausewitz et le terrorisme. Oui, Clausewitz et le terrorisme. Qu'est-ce que tu retiens de cette lecture? Je vous mets la référence dans la vidéo et puis aussi dans la description. Qu'est-ce que tu retiens de cette lecture? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement des acquis de la recherche sur cette question? Alors, est-ce qu'on est dans le mythe? Je ne sais pas, on va en discuter. Finalement, que le modèle clausewitzien serait rendu caduque, serait rendu inopérant par le terrorisme et les moyens d'action du terrorisme. Voilà, où on en est actuellement dans l'état de la recherche. Alors, c'est une question qui... Pourquoi j'ai publié cet article? Enfin, publié, en fait, c'est une traduction, c'est pas moi qui ai rédigé l'article, c'est juste je me présente cette lecture. Au moment des attaques du 7 octobre... Oui, 7 octobre dernier, en Israël. Exactement. Il y avait l'idée de dire que, encore une fois, le Hamas avait... C'était des attaques terroristes. Et une question qui se posait assez vite, c'est comment expliquer que l'armée israélienne, finalement, réponde de façon classique face à un acteur asymétrique. Et puis il y avait cette idée de piège, parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer, tout ça allait passer dans les médias, on verrait très vite que le faible, en fait, il va être mis en valeur parce qu'on bombarde ici des hôpitaux, enfin ce genre de choses. Et en fait, la question que je me suis posée, je n'étais pas le premier à me poser depuis un bout de temps, c'est en quoi Clausewitz permet ou pas d'aborder la question du terrorisme. Et cette question du terrorisme, traitée par Clausewitz, c'est un petit peu étrange parce que finalement, homme du fin 18e, début 19e, aujourd'hui on a des attentats qui vont être filmés en direct sur TikTok, sur Facebook, enfin des choses qui vont être partagées, ça semble un peu étonnant. Juste, petite chose, en 2001, lorsque les États-Unis vont intervenir du côté de Tora Bora, notamment lorsqu'ils vont intervenir en Afghanistan pour lutter contre Al-Qaïda, il y a un manuel de Clausewitz qui va être trouvé dans une grotte.
qui a été utilisé par... voilà. Effectivement, par Al-Qaïda. Exactement. Dans une cage d'Al-Qaïda, ils ont retrouvé un traité de Clausewitz. Alors, d'une version intéressante, c'est une traduction de 1976 de Clausewitz, qui une traduction anglaise, enfin américaine. D'accord, en anglais. Le texte est en anglais, et c'est une traduction qui pose un gros problème, parce qu'en fait, il y a énormément d'erreurs de traduction. Et donc, il y a tout un débat. Ça a conditionné, en fait, la grille de lecture qui a été faite là, dans les années 70 est une grille de lecture qui est très marquée d'une période, par la guerre du Vietnam, exactement, notamment par tout un tas de recherches américaines. Et il y a tout un tas de mots qui ont été simplifiés, ce qui fait que la traduction n'est pas... Elle pose vraiment problème. Et depuis, elle a été refaite, et notamment, c'est un historien américain, Strachan, qui a retraduit en noir, qui propose quelque chose de complètement différent. Il y a des gros articles là-dessus qui sont très intéressants. On montre comment sur un mot, en fait, on va pouvoir le simplifier à l'extrême dans la langue anglaise, et en fait, ça fait disparaître tout un tas de nuances. Bref. Donc, dans le livre qui a été utilisé par les combattants d'Al-Qaïda, où il y avait des passages qui avaient été soulignés ou mis en valeur. Et en fait, c'était des passages liés à la question du moral. D'accord. La question des forces morales. Des troupes. Exactement. C'était très important. Et c'est là qu'on voit la modernité de Clausewitz, finalement. Est-ce que Clausewitz permet d'étudier le terrorisme ? Je dirais oui, si on considère que le terrorisme est un mode d'action. C'est pas quelque chose qui est du registre des valeurs, parce qu'il est c'est terrible, parce que là, on a un regard qui est très froid. Donc évidemment que derrière, il peut y avoir beaucoup d'empathie, on va dire, mais si, il y a un registre moral. Si on met de côté l'aspect moral et judiciaire, si on prend simplement une grille de lecture militaire, il y a, et c'est Gérard Chaliand qui avait montré ça, il a écrit un livre en 2016, qui pose une question centrale: pourquoi perd-on les guerres? Et le on, c'est les Occidentaux. Contre le terrorisme, sous-entendu. Toutes les guerres. On n'en gagne plus. Vietnam, c'est perdu. Corée, c'est pas gagné. Elles sont toutes perdues. Pourquoi perd-on les guerres? Et en fait, Gérard Chaliand, qui a parcouru le monde depuis 1945, qui a étudié beaucoup de guerres, en fait, propose une approche qui est très simple. C'est qu'on perd les guerres parce qu'en face, quel que soit l'adversaire, ils nous connaissent bien. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont compris de nos sociétés occidentales libres, ouvertes? C'est que la dimension morale est décisive. Nous avons des opinions publiques, nous sommes dans des démocraties. Et en fait, nous sommes très fragiles. Clausewitz n'aurait sans doute pas compris qu'aujourd'hui, quand on perd quelques troupes au combat, on est des jours de deuil. C'était arrivé à Ouzbine. Donc quand des troupes françaises, on perd... C'est 8 soldats de mémoire à Ouzbine. Donc en 2010, Nicolas Sarkozy, derrière, il y a 2 jours de deuil national, il y a une cérémonie publique. On a perdu des soldats au combat. L'une des fonctions des soldats, c'est d'aller au combat, il peut y avoir des pertes. Mais en fait, ça nous a traumatisés. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'arrive au terrorisme. C'est qu'en nous comprenant bien, il y a cette idée, chez les penseurs, que pour obtenir, d'Al-Qaïda notamment, on a ça chez Al-Zawahiri, l'objectif politique, c'est d'obtenir un territoire, l'Oumma, qui aura été nettoyé, grosso modo, de tout ce qui ne serait pas purement correspondant à leur vision de l'islam. Mais il y a quand même l'idée de dire on va avoir un territoire, objectif politique. Et pour ça, on va pousser les impies, donc les mauvais musulmans, mais aussi les juifs, les chrétiens, à partir. Comment on pousse une armée comme l'armée des États-Unis à partir, ou les Occidentaux de façon plus globale? On ne va pas l'affronter directement. On va taper là où ça fait mal. Et où ça fait mal, c'est les civils, c'est le côté médiatique. C'est l'opinion. Exactement. Et donc là, on a bien l'utilisation de la violence avec derrière une finalité politique. Bon, bah ça, c'est Clausewitz. Ça, c'est Clausewitz. En revanche, le rôle de l'opinion, alors, le rôle de l'opinion, il existe quand même, parce que quand Clausewitz nous parle de nation, d'un peuple en armes, qui combat, qui embrase des causes, ce sont des formes d'opinion. Il y a les forces morales. Il évoque les forces morales. C'est très important, les forces morales. Donc le terme opinion n'est pas employé nécessairement à cette époque-là. Il appartient à notre époque, mais ces mécanismes-là sont c'est l'idée de force morale. En fait. Exactement. Mais là où la force morale est le côté fort d'un pays comme la France pendant la Révolution, finalement aujourd'hui, ce serait notre point faible. Oui. C'est-à-dire notre sensibilité, la sensibilité de l'opinion publique. Pour reprendre un principe clausewitzien, chez Clausewitz, il y a plusieurs idées qui sont intéressantes, et notamment l'idée de centre de gravité. Le centre de gravité, c'est qu'est-ce que je dois viser pour obtenir la victoire. Le centre de gravité classique dans la guerre régulière, c'est l'armée. Je détruis
ce centre de gravité, le reste s'effondre. Là aussi, il faut faire attention, parce que quand on dit détruire, on dit Clausewitz, c'est Liddell Hart qui disait ça, c'est un petit peu l'apôtre des boucheries de 14-18, parce qu'on recherche la destruction. C'est pas ça du tout. Clausewitz ne dit pas qu'il faut détruire l'armée. Il dit qu'il faut détruire l'essence de l'armée. C'est-à-dire, l'art suprême, ce serait de détruire la volonté de combattre. Pas physiquement forcément les soldats, mais en fait, si l'adversaire comprend qu'il n'a aucune chance, il va s'effondrer. Typiquement, c'est la campagne de 40. L'armée française est encore en position de se battre. La flotte française, elle est encore quasiment intacte. On a encore toutes les colonies. Alors évidemment, on est dans une mauvaise posture, mais enfin, la France, c'est ce que dira De Gaulle. La France peut continuer à se battre. Sauf que le gouvernement s'effondre. Il n'y a plus la volonté de se battre. L'armée française a été vaincue, mais derrière, en fait, tout s'est effondré. Et donc là, le centre de gravité, vu du côté des terroristes, ça pourrait être de dire ce n'est pas l'armée, ce sont les civils. La société civile. Et là, exactement. Et on retrouve une autre l'adhésion. Exactement. On retrouve une autre grille de lecture qu'on a chez Clausewitz, c'est cette idée d'étrange trinité, qui a été souvent résumée entre l'État, le peuple et puis l'armée. Sauf qu'en fait, Clausewitz, c'est pas les termes qu'il va employer tout à fait. Quand il va parler de l'État, il va dire il y a un objectif politique. En fait, il y a un cadre politique. La guerre, c'est d'abord un cadre politique qui va interagir avec des forces du hasard, la friction, qui vont être gérées par l'armée. En fait, une armée doit s'entraîner, le chef doit apprendre à réfléchir pour s'adapter à ce qui va se passer. Et ceci va aussi entrer en interaction avec une troisième composante, qui sont les passions. Et les passions, c'est le peuple. Et en fait, la guerre, c'est ces trois choses qui interagissent entre elles. Parfois, les passions vont être prédominantes. Et ça, ce sera l'approche terroriste, par exemple. Et donc, là, Clausewitz nous permet, grâce à un principe immuable, parce qu'un principe est immuable, il nous permet de réfléchir autrement, et c'est ce que montre cet article, de réfléchir autrement à l'adversaire, et notamment ici à la question du terrorisme. Effectivement, si vous prenez les conseils tactiques donnés par Clausewitz pour comment on va faire un camp, comment on va marcher, comment on va préparer, je sais pas, la défense avec des bastions, on pourrait dire aujourd'hui c'est complètement dépassé parce qu'on a des drones, on a des avions. Mais c'est pas ça qui est intéressant chez Clausewitz, c'est pas Jomini Clausewitz, ce sont les principes. Et les principes, en fait, font qu'ils conservent une modernité. Et donc, effectivement, à mon sens, il est adapté à cette question. C'est ce que je voulais montrer, en fait. Non, complètement. Et puis on voit bien, quand on lit Clausewitz, qu'il y a des livres qui sont vraiment sur des considérations tactiques, comment on mène la bataille, comment on se conduit sur le champ de bataille. Et puis il y a des livres de portrait très général. Je pense au livre 1, évidemment, que tout le monde devrait lire. Plus abouti. Le livre 1, voilà, c'est le chef-d'œuvre, c'est le fameux livre « La guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens ». Et puis tout ce qu'on cite et qu'on recite. Le livre 9 aussi, sur le but de guerre, où on sort des considérations vraiment tactiques pour être vraiment sur un plan beaucoup plus large. Et là, Clausewitz garde toute sa modernité. Et je pense que ce que tu as dit, l'anecdote que tu donnes, on a retrouvé dans une cage d'Al-Qaïda en Afghanistan un traité de la guerre, un exemplaire du traité annoté manifestement, lu attentivement par des gens qui sont en situation de guerre. Sur le caractère moral. Sur le caractère moral, ça parle, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas de remise en cause du modèle. Il y a la remise en cause du modèle tel qu'on l'a vu a posteriori, c'est-à-dire tel qu'on l'a théorisé. On a voulu réduire Clausewitz à c'est la guerre interétatique, conventionnelle, régulière. Mais Clausewitz, c'était plus que ça. C'est plus que ça. En fait, ce qui est intéressant dans Clausewitz, c'est que chaque époque, ce qui montre sa modernité, c'est que chaque époque a sa façon de... C'est ce que tu vas dire et je suis tout à fait d'accord. A sa façon d'aborder la question. Si on fait un tout petit peu d'historiographie, mais très rapide, si on prend l'approche française qui a été travaillée, c'est une thèse brillantissime de Benoît Durieux, qui est aujourd'hui devenu général et qui a écrit Clausewitz en France, qui s'est posé la question de... D'accord. Le livre, il est énorme. Benoît Durieux. Benoît Durieux. Ouais. À nouveau les références dans la vidéo. Livre incroyable et en fait qui montre que avant la guerre de 70, en fait, Clausewitz, il est un petit peu connu. Et il est un petit peu connu. Alors quand tu dis la guerre de 70, 1870, on précise. La guerre de 1870 qui est la grande défaite du Second Empire français, Napoléon III, et qui est l'immense victoire prussienne, allemande en fait, qui va permettre de fonder l'Allemagne moderne, l'Empire allemand. Il circule. On sait qu'il circule. Et ce que montre sa thèse, c'est que notamment, dès 1814,
Les comptes rendus de la campagne de 1813, écrits par Clausewitz, sont circulés en France. Un an plus tard, déjà. D'accord. Donc après, de la guerre, dans cette période pré-1870, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a fait l'apôtre de la guerre totale. Ce qu'on retient avant 1870, et c'est pour ça que je dis que le contexte est important. Alors je rappelle, Clausewitz parle de guerre illimitée, où il y a tous les germes de la guerre totale, effectivement, qui vont être après vraiment théorisés, et on a eu tendance à le réduire à ça. Oui, mais justement, pour revenir sur cette guerre absolue, qu'est-ce qu'on retient en France de cette époque? C'est l'importance du facteur humain et du facteur moral. On ne retient pas cette idée de guerre totale ou absolue. Pourquoi? Parce qu'on est en 1870. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore eu la Première Guerre mondiale. Dans la période qui va suivre, entre 1870 et 1930, ce qu'on va retenir de Clausewitz, et c'est Liddell Hart qui a beaucoup poussé en Angleterre pour ça, c'est l'idée de dire que Clausewitz serait l'apôtre de la bataille, de la recherche de la décision, ce qui aurait abouti aux boucheries de 14-18. Et avec cette idée, voilà, on va se confronter, tant qu'on passe pas, on continue en fait, qui serait complètement absurde, et donc il aurait créé ça. Bon, là où ça devient intéressant, c'est que cette idée n'était pas du tout utilisée auparavant. En fait, c'est le contexte de 14-18 qui fait que derrière, a posteriori, on va dire. Alors Clausewitz n'a jamais dit qu'il fallait continuer, on l'a dit tout à l'heure, on peut rechercher deuxième contexte. Troisième contexte, c'est cette idée, années 20, années 30, quand le totalitarisme va se nouer, il y a l'idée de dire que, et pourquoi Clausewitz n'aurait pas finalement, d'une certaine façon, alimenté jusqu'au nazisme. D'ailleurs, on a dit, l'une des erreurs des Allemands en Union soviétique, c'est d'avoir recherché la bataille décisive à chaque fois. Et donc, après tout, ça doit être du Clausewitz. Enfin, c'est assez simple. Il faut lire Ludendorff. Ludendorff, en 1935, quand il écrit De la guerre totale, il y a une phrase, il dit « Chez Clausewitz, il faut tout jeter ». Pourquoi? Parce que... qu'il s'en inspire beaucoup, quand même. Oui, mais il dit, en fait, là où Clausewitz dit que le politique est au-dessus du militaire, Ludendorff dit non, non, le militaire il est au-dessus de tout en fait. C'est-à-dire que c'est quasiment l'antithèse. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a la période, bon, Clausewitz, les nazis, Clausewitz, les Allemands, on mélange tout ça, on l'oublie un petit peu. Ouais, on l'associe au nazisme, bon, alors qu'évidemment, il est mort mais en même temps, bien avant ça. En même temps, il y a une idée importante, c'est que, on a parlé de Godzilla tout à l'heure, Godzilla c'est l'arme nucléaire. Et là, un penseur comme Raymond Aron va montrer justement que Clausewitz dont on parle souvent sur cette chaîne. Clausewitz permet justement de penser la montée aux extrêmes. C'est une forme de réactualisation de Clausewitz, mais en disant la guerre absolue. La guerre absolue qui, chez Clausewitz, s'oppose à la guerre réelle, sauf que la guerre absolue, c'est un modèle. En fait, c'est un horizon, un étalon à partir duquel on va pouvoir disserter. Le but n'est pas d'arriver à la guerre absolue. Le but, c'est d'avoir une limite, et face à cette limite, de pouvoir se positionner. Mais la guerre froide donne une autre grille de lecture. Années 90, on ne parle plus de Clausewitz. Pourquoi? Les États ont disparu, il n'y aura plus de guerre et tout. Et aujourd'hui, on le redécouvre. Et en fait, c'est une espèce de mouvement de balancier. Et pour voir l'impact de Clausewitz, souvent, il suffit de regarder qui en a parlé et comment on en a parlé. Ça en dit plus sur notre époque. Clausewitz a été lu au Japon. Très intéressant. Pourquoi les Japonais s'intéressent à Clausewitz? Il est traduit dès la fin du 19e siècle, au même moment que la traduction française. Et en fait, il commence à circuler. Et en fait, le Japon va être fasciné, notamment par la victoire prussienne, donc allemande, par extension, face à la France. Et Clausewitz devient un modèle en disant « c'est ça qu'on va devoir copier pour pouvoir l'emporter ». Bataille de Tsushima, guerre russo-japonaise 1904-1905, c'est la recherche d'une victoire décisive. Et en fait, Clausewitz va se scléroser dans l'approche japonaise. Clausewitz, c'est pas quelqu'un qui permet de penser la guerre, c'est quelqu'un qui donne des recettes. Et ces recettes, on va les garder sans en dévier. Il y a à côté une espèce de rigidité. C'est ce qui amène à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on a une grille de lecture japonaise, mais il y a une grille de lecture américaine. Clausewitz, depuis les années 90, il a été traduit un petit peu partout. Et donc, en fait, chaque temps... La lecture révolutionnaire. Exactement, la lecture révolutionnaire. Exactement. Lénine, adorateur de Clausewitz, Mao, qui a beaucoup travaillé et qui s'en inspire dans son propre traité de la guerre prolongée. Donc évidemment, il y a une récupération. Exactement. Que quand vous êtes face à un génie comme Clausewitz et un texte génial, on vous encourage vraiment à lire au moins le livre 1, 70-80 pages.
faut vraiment que Alors c'est pas facile, hein. De façon très claire, c'est un texte qui... Moi je trouve que ça se lit bien. Le livre 1, pour des terminales, je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment de la philosophie. C'est de la philosophie appliquée à la guerre. La dialectique. Il y a un souffle, hein, on l'a dit tout à l'heure, Clausewitz est un auteur romantique. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est la relation avec son épouse. Hein. Ils sont enterrés. L'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. On ne peut pas les séparer. Son épouse qui était très importante pour lui parce qu'il est plutôt d'origine modeste. Son épouse était d'origine supérieure, en meilleure noblesse. Et c'est son épouse qui va notamment l'introduire à la cour, qui va l'introduire dans des salons, qui va l'initier à la philosophie, à Kant, à la poésie, à tout un tas de choses. On a des lettres enflammées. Quand on dit que c'est un romantique, il y a des lettres de jeunesse de Clausewitz quand il part, en fait, quand il découvre l'armée, le rôle du moral et des passions, comment il y arrive, c'est une construction. Et notamment, il y a des textes où il est complètement exalté devant la beauté des campagnes, la brume qui se lève, et devant des troupes très ordonnées qui, en fait, marchent au pas. En fait, il dit que ça soulève son âme. Et donc, en fait, il montre qu'on peut être complètement emporté. Et en fait, c'est ça, ses passions. C'est une dimension quasiment mystique. Mystique, romantique, recherche d'un absolu. Je citais dans mes vidéos sur Clausewitz sur la continuation de la politique par d'autres moyens, je cite son passage sur le brouillard de guerre. On est chez Maupassant, on est chez Victor Hugo, on est dans des grandes et belles descriptions. C'est un produit de son temps. Un contemporain de Clausewitz, c'est Goethe. Hein, et le roman le plus lu, que sans doute a lu évidemment Clausewitz, c'est Werther. Werther qui est prêt à aller jusqu'au suicide pour ses idées. Hein, ce qui est un... Voilà, on est dans des recherches d'absolu. Et c'est aussi important pour saisir à la fois le génie et le souffle. Et c'est quelqu'un qui est très humain dans le sens où, ça a un amour total avec sa femme et qui est réciproque. Enfin, ils ont une histoire incroyable tous les deux. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui a beaucoup échangé et qui est resté très fidèle en amitié. Solitaire, absolument austère qu'on a voulu. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui était très apprécié dans les salons, notamment parce qu'il avait une capacité à expliquer simplement et à parler aussi bien de choses militaires, mais que de politique. C'est quelqu'un qui c'est pas un révolutionnaire dans le sens il va pas installer une république en Prusse. Il y a quand même un attachement au souverain. C'est pas son propos du tout. C'est pas son propos, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au peuple. Et on le voit quand il traverse la Pologne, quand il voit la misère en Pologne, il est bouleversé par ce qu'il voit. Quand sa campagne de 1812, quand il parle de la misère des hommes, la misère que lui-même a vécue, c'est quelqu'un qui était plutôt maladif aussi. Il a eu beaucoup d'ennuis de santé. Et en fait, il finit par avoir une horreur de la guerre. C'est pas un apôtre de la guerre. Non. Par contre, il dit que justement parce que c'est horrible, il faut se prémunir de laisser le glaive s'émousser, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra le prendre pour vous couper la tête. En fait, c'est dans ce sens-là. Au moment du congrès de Vienne 1815, qui va partager la France, il fait partie de ceux qui poussent pour qu'on n'humilie pas la France. Parce qu'il dit, si on humilie la France là, on va préparer sa revanche. En fait, on va faire renaître les passions destructrices. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est très humain, rapport avec sa femme, et qui propose une grille de lecture vraiment bonne. Donc, vous l'avez compris, Clausewitz, c'est un personnage incontournable, c'est un auteur, quand on s'intéresse à l'histoire militaire, à l'histoire politique, à la géopolitique, évidemment, la géostratégie, il est central, et ça se retrouve dans nos programmes de spécialité à GGSP. Il est vraiment au cœur du programme. Alors, on va maintenant ouvrir cette séquence sur les sujets de bac. Je pense que là, on va intéresser du monde, et tant mieux. Donc c'est simple, on le disait en introduction, Clausewitz, c'est un sujet de bac sur 2. Hein. Donc c'est énorme. On va passer un petit peu en revue ces différents sujets, là, depuis 2021, parce que la nouvelle formule du bac, la première mouture, c'était 2021. On va voir qu'il est absolument partout. Il est même parfois là où on ne s'attend pas. Et finalement, les propos qu'on peut avoir qui rentrent vraiment dans les textes sont un petit peu complexes. Alors, bien sûr, on ne vous demande pas de maîtriser tout ça au niveau du bac. C'est vraiment important. C'est ce que je dis à mes élèves. Après, on va être passionné. J'ai beaucoup travaillé la question. Je ne prétends pas maîtriser tout. Il faut bien comprendre que vous êtes dans une épreuve de 4 heures, avec 2 épreuves, commentaire de documents, dissertation. Si on mélange un peu les deux, on va avoir 2 heures et 2 heures. On ne va pas attendre tout ce qu'on a pu dire là, tout ce qu'on a pu évoquer. C'est pas possible. D'autant plus qu'il faut avoir une grande culture. Mais une grande culture, si on étale toute sa culture sur la copie, les 2 heures... Exactement.
Attention quand même, c'est-à-dire que, bon, je vous ai fait par exemple un petit schéma de synthèse sur les formes de conflit, on va vous faire un petit schéma de synthèse en une page sur Clausewitz là. Par contre, attention, vous limitez pas à ça, vous limitez pas à la petite fiche de révision d'une page synthétique, voyez un peu plus grand, ayez une culture d'ensemble du sujet, lisez, écoutez, regardez des vidéos, discutez entre vous pour éviter les contresens. Parce que le danger, et on va en parler dans ce qui est attendu vraiment au bac, sont les propos sans nuance. Ce sont les propos caricaturaux qui dénaturent complètement finalement l'idée. C'est pour ça que même si dans vos révisions vous faites synthétique, il faut avoir regardé, si vous regardez cette vidéo en entier, vous en tirerez de quoi nuancer votre propos et ne pas tomber dans les panneaux, ne pas faire d'erreur. Donc, on s'en tient à la synthèse pour réviser, mais on a une culture d'ensemble et on laisse infuser. Et même si on ne comprend pas tout, on met plein de petites graines qui vont germer d'ici au mois de juin et qui vont vous permettre de réussir. Il faut étoffer votre culture. Et s'ouvrir, s'il y a des fans par exemple de culture japonaise, il faut savoir que Clausewitz a été non seulement traduit, mais transformé en manga. En manga, il y a un manga. Si vous êtes fan de cinéma, je vous renvoie au visionnage de USS Alabama, film des années 90, qui n'est pas anodin, parce qu'au milieu du film, Denzel Washington et puis Gene Hackman parlent de Clausewitz pendant, je sais plus, 2-3 minutes, autour de ce qu'est le feu nucléaire et des buts politiques de la guerre. Avec quelqu'un qui a une vision très américaine, qui dit moi, on me dit d'appuyer sur le bouton, j'appuie, je suis un militaire. Et l'autre qui dit non, mais il y a des considérations politiques. Clausewitz était en pleine redécouverte. Dans un film d'Hollywood à gros budget, c'est rigolo. Donc on peut vraiment ouvrir plein de choses. Au-delà du bac, Clausewitz, c'est la culture générale aussi. C'est un personnage mythique. Il fait partie de la culture de tout honnête homme et toute honnête femme. Et si vous allez au bout du bout de la vidéo, je vous proposerai un autre auteur. Un autre auteur. Ok, ça marche. Qui finalement est presque aussi important que Clausewitz. Aussi important, mais peut-être moins connu. Beaucoup moins connu. Bon. Alors, les sujets, donc on va partir de l'an dernier, 2023. Alors, il faut savoir que je suis jury de bac, Ludo est jury de bac, évidemment, on est prof de spécialité, on est correcteur. Donc on a corrigé, donc on s'est posé les questions, donc on a lu des dizaines et des dizaines de copies, on les a évaluées, c'est notre boulot. On va essayer de faire un petit tour de Clausewitz au bac. Donc 2023, je prends que les sujets métropole, je m'excuse pour nos amis des lycées étrangers. De toute façon, c'est des annales, donc ça marche pour tout le monde, parce que sinon on s'en sort pas. Donc on a fait une enquête sur les sujets métropole, donc je vous ai dit 50% des sujets, il y a du Clausewitz. Par exemple, 2023, dissertation numéro 2, du jour 2. Donc, rupture et continuité des formes de la guerre depuis la fin du XXe siècle. Bon, là, rupture, continuité, même si c'est depuis la fin du XXe siècle, on attend Clausewitz. Clairement, c'est rupture et continuité par rapport au modèle de la guerre interétatique clausewitzien. Donc, il est central. Alors, attention par contre, puisque c'est depuis la fin du XXe siècle, donc évidemment, il faudrait années 90. Voilà, années 90, il ne faudrait pas trop s'apesantir sur les guerres de la Révolution, la guerre de 7 ans, la guerre de 30 ans. Voilà, c'est du rapide. Mais n'empêche qu'il faudra, à un moment de la copie, bien poser le modèle clausewitzien. Ce qui a changé dans l'actualité pour ce sujet-là, c'est que ce sujet-là, il est posé en 2021. 2023, 2023 non, justement. Non, ce sujet-là, s'il est posé en 2021, l'actualité ne nous dit pas la même chose. Ce qui a changé, c'est qu'avec l'invasion russe en Ukraine, il y a cette idée d'un retour de la guerre. Et donc évidemment, ça va faire partie des sujets aussi, c'est que si on regarde, beaucoup des sujets sont liés à l'actualité. À l'actualité, complètement. Alors là, on en reparlera. Mais donc là, évidemment, quand tu reprends l'intitulé exact, c'était rupture et continuité des formes de guerre. En termes de continuité, les combats aujourd'hui dans le Donbass, du côté de Bakhmut et compagnie, on ne peut pas faire. On le dit, c'est 14-18. Aujourd'hui, c'est 14-18 là-bas. Donc là, vous avez une continuité. Qu'est-ce qu'on ferait de la guerre aujourd'hui à Gaza ? Voilà, rupture, continuité, mais ce sera attendu dans les copies. On y reviendra. Rupture et continuité des formes de guerre. Ludo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on accepte le plan en 2 parties, simple, grand 1 rupture, grand 2 continuité, dans les formes de guerre? Bon, on l'a beaucoup vu, évidemment. C'est les 2 tiers des copies. On l'a beaucoup vu. Afin de rassurer tout le monde, on va dire tout plan est acceptable. À partir du moment, déjà, il faut qu'il y ait un plan. C'est important. Mais ce que moi je vais aller chercher assez vite, c'est
est-ce qu'on a bien respecté le cadre chronologique? Parce que ça, c'est important. Là, c'est la fin du XXe siècle. Je me souviens que quand on a corrigé, j'ai des élèves qui ont fait Grand 1 la guerre de 7 ans et tout. Ouais, c'est pas possible. Qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas possible en fait. On ne répond pas à la question. On n'est pas dans le cadre. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça doit être totalement absent. Parce que quand on va pouvoir faire des références. Voilà. Continuité, il faut faire référence aux guerres du passé, mais au regard des guerres actuelles. Exactement. Alors, ce que je vais aller chercher le plus possible, c'est la capacité du candidat, la candidate, à argumenter, point important, donc des exemples précis, et deuxième point, à nuancer. Ouais. C'est ça qui est important. Et de toute façon, le sujet, là, invite rupture. Le passé est complètement différent du présent. Continuité, on vous dit bien, mais attention, il y a des choses qui n'ont pas changé. Donc en fait, rupture, continuité, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce que ça marcherait? Oui. Ça dépend comment vous allez organiser ça. Voilà. Bien sûr. Ne passez pas forcément trop de temps sur le plan, peut-être plus de temps sur la problématisation. C'est-à-dire, derrière l'idée de rupture et continuité, on a l'idée d'un modèle de la guerre qui ne serait plus forcément valide. Une fois qu'on a bien posé ça en introduction, qu'on a bien dit qu'on a un modèle qui est celui de la guerre interétatique régulière. Voilà, à quoi le sert modèle la guerre clausewitzien. À quoi ça, rupture et continuité, à quoi sert la guerre? La guerre répond à un objectif politique. On l'a dit tout à l'heure pour Al-Qaïda par exemple. Il y a un objectif politique. Bon ben voilà. Est-ce que des formes, entre guillemets, traditionnelles de faire la guerre permettent d'obtenir ces objectifs? Russie-Ukraine aujourd'hui. Ou est-ce que d'autres formes de guerre ne sont pas des réponses pour répondre à ces objectifs? Le terrorisme, ce genre de choses. Terminé. Donc, rupture et continuité depuis la fin du XXe siècle. Clairement, on attend Clausewitz. En fait, la question à se poser, c'est en quoi le modèle est encore valide, en quoi il n'est pas encore valide. En tout cas, ça doit être très présent dès qu'on a une réflexion sur un plan un peu théorique. Oui. Là, voilà, il est très présent. Même si le cadre est actuel, sur ce sujet-là, il est incontournable. Sujet 2, donc sujet de remplacement pour les élèves qui passent la session de rattrapage 2023. Quelle est la place des États dans les conflits Quelle est la place des États dans les conflits depuis la fin du XXe siècle? Donc un sujet assez proche du précédent. Donc même finalement, même raisonnement. Même raisonnement. La réflexion inspirée par l'actualité aussi, évidemment, la guerre en Ukraine. Quel plan? Alors là, le plan est moins suggéré. Quelle est la place des États? On peut imaginer un plan dialectique, place importante, place de plus en plus remise en cause, etc. Alors, il faut quand même dire que sur le plan, on peut faire ce qu'on veut, mais que globalement, il y a deux écoles. Il y a notre école, à Ludo et à moi, qui est l'école historique. On est des vrais historiens. Ouais. C'est le 3 parties, 3 sous-parties. C'est pour ça qu'on aime bien Clausewitz. Voilà. La Trinité, la Sainte Trinité. La Trinité, les 9 livres. Voilà, c'est le chiffre 3. 3 parties, 3 sous-parties. Mais c'est pas obligatoire. Puis il y a un autre modèle qui est le modèle Sciences Po, 2 parties, 2 sous-parties, d'accord? Donc faut pas vous formaliser. Non, il n'y a pas de... Un plan en 2 parties, il n'y a aucun problème. Un plan en 3 parties, en général, il permet de la nuance, il est bien, mais faut pas vous formaliser là-dessus. Tant qu'il y a une vraie réflexion, une vraie problématisation. Il faut regarder le côté, comme ça on l'aura casé pas mal de fois, le côté très pédagogue de Clausewitz. Il le dit, son livre n'est pas là pour donner des règles que l'on va appliquer. Il est là pour que le lecteur réfléchisse par lui-même. C'est exactement ça. On ne va pas imposer un plan, il faut réfléchir par vous-même. Là, je pense que la guerre hybride, il y a moyen de... Bon, même si l'approche est plutôt à nuancer en termes de nouveautés, là, il y a des pistes intéressantes. La place de l'État, qu'est-ce qu'on fait de Wagner et des groupes de mercenaires? Sachant qu'on va associer Wagner aux Russes, mais c'est les États-Unis qui ont commencé par faire ça. Les compagnies de sécurité privées, en Irak, en Afghanistan, c'est une façon de... Sur tous ces sujets de rupture et continuité, il y a quand même un plan. Alors évidemment, en disant ça, je sais qu'il y a des collègues qui seront pas d'accord, mais si on veut aller vers le 3 parties, on a quand même un cadre théorique qui est pas mal. C'est l'idée d'abord de guerre régulière, guerre irrégulière, grand 3 hybridation. Je pense que ça peut être pas mal. Grand 1, guerre irrégulière, grand 2, guerre irrégulière, grand 3, guerre hybride. Ça peut être un cadre théorique pas mal. Après, attention, il faut réfléchir, il faut voir, etc. Mais si on veut aller vers le 3 parties, dans ce cadre-là, on est un petit peu sur un plan thèse, antithèse, synthèse, où on a deux modèles différents, puis ensuite la synthèse avec la guerre hybride. Alors, la notion de guerre hybride, elle n'est pas parfaite. Mais moi, je dirais que c'est là qu'on va discuter. Parce qu'en fait, tu pourrais faire la guerre régulière, grand 1, grand 2, la guerre irrégulière, et ensuite de poser la question plutôt de la guerre hybride.
pour montrer qu'en réalité, c'est pas une nouvelle forme de guerre en fait. C'est une forme ancienne. Et donc justement, là vous avez un regard critique. La nuance, exactement, vous avez un regard critique pour montrer c'est plus compliqué que ça en fait. Donc oui, ça pourrait fonctionner ça. Ouais. Mais en posant la question, un petit peu le modèle ancien de la guerre régulière, la guerre irrégulière, une nouveauté, là aussi point d'interrogation, parce qu'évidemment que non. Et puis troisième partie, la guerre hybride. La guerre ce caméléon. Ou la guerre ce caméléon, formule de Clausewitz. Donc les trois parties, les deux sont valables tant qu'on a de la réflexion, tant qu'on a de la nuance. 2022, Métropole, étude critique de documents. Je vais la faire passer sur l'écran. Donc l'évolution des formes de la guerre, en analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, caractériser les différentes formes de guerre. Donc évidemment, on a un document totalement clausewitzien, c'est la grande bataille d'Austerlitz, Napoléon, on est dans les guerres napoléoniennes, on est donc totalement dans le cadre du traité. Et puis on a un document 2, c'est l'opposition classique jalon 1, jalon 2 qu'on retrouve dans quasiment tous qu'on retrouve dans tous les sujets ou presque, un document sur la guerre, sur Al-Qaïda, sur le terrorisme en Irak. Voilà, donc avec une opposition supposée entre les deux modèles. Et là, c'est le cœur de notre vidéo, Ludovic, c'est attention à ne pas être dans la caricature, en disant qu'il y a Clausewitz, il y a le terrorisme, et que tout s'oppose entre les deux. Là, à mon avis, on est vraiment dans une vision caricaturale qui est contre-productive. Si la candidate qui m'explique que c'est une opposition qui n'existe pas véritablement, que c'est beaucoup plus complexe et entremêlé que ce qu'on pourrait croire, là, je dis banco. Là, on tape vers le vin. En tout cas, on fait monter les points. Montrer que l'approche irrégulière, elle peut finir par déboucher sur une approche régulière. Il y a quand même, quand on prend Al-Qaïda, si on élargit à Daesh voulait imposer un État avec une armée constituée. Pourtant, on va les qualifier. Quand on va dire terrorisme ici, en fait, il y a une idée de disqualification. C'est la tendance vers la guerre absolue. C'est l'une des erreurs qui a été commise par les Américains, mais pas que, qui est de dire, approche très américaine, on nie en fait l'ennemi. L'idée qui transpire des années 90, début des années 2000, c'est que la solution, en fait, il y aurait un découplage, donc du coup c'est complètement anti-clausewitzien, alors que pendant la guerre froide il y avait plutôt ce couplage, il y aurait un découplage. C'est-à-dire qu'il y aurait le politique, quand la guerre commence, c'est l'armée, on poursuit des buts militaires, on écrase complètement l'adversaire, et quand l'adversaire a été écrasé, le politique reprend, et la solution va tomber toute seule. Typiquement, c'est ce qui se passe en Afghanistan et en Irak. En Irak en 2003, quelques semaines de combat, l'armée irakienne, pouf, elle disparaît. Donc, job is done, la guerre est finie. Mais non, la guerre n'est pas finie. Bien sûr. Parce que derrière, il y a la dimension politique. Et donc ça, cette continuité, on va la trouver là. Donc je pense qu'il y a moyen véritablement d'avoir des copies un peu plus subtiles. C'est l'excellent exemple. 2003, intervention, la guerre est gagnée. Et puis le retrait des troupes américaines, c'était récent. Ils y sont restés 19 ans. Il y a le point, autre point dont on peut citer là, le point culminant en fait, à quand on a la victoire, parce que ça peut être une bonne problématique. Pourquoi on va passer d'un type de guerre à un autre type de guerre, en fait, quand on a la victoire. Chez Clausewitz, il y a un point culminant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va remporter des combats, une série de combats, et la question est, quand on emporte la mise, quand je ne vais pas, pour citer un film célèbre, un pont trop loin. Et en fait, si on prend c'est Olivier Zaget qui montrait admirablement ça. C'est la notion de point culminant. Exactement, oui, c'est ça, le point culminant. Le point culminant au-delà duquel on risque de tout perdre. On va perdre. On emporte la décision sur le champ de bataille. Est-ce qu'on va plus loin pour humilier, pour finir, ou est-ce qu'on sanctuarise, on dit ok, on va récupérer ça, et avec l'adversaire, on va dialoguer pour imposer une paix qui nous soit favorable. Imposer une paix qui soit favorable, ça veut dire que vous le reconnaissez. Si vous faites la guerre au terrorisme, vous ne reconnaissez pas l'adversaire. Donc il n'y a pas de paix possible. Donc en fait, c'est une guerre qui ne s'arrêtera jamais. Et ça ne marche pas. Ça peut être des grilles de lecture. Si on trouve ça dans une copie, là, bien sûr, ce sera très valorisé. Après, on est d'accord, attention parce qu'on a des discussions très expertes, on va un petit peu, on pousse un petit peu, ce sont des vidéos qui s'adressent à des passionnés. Nous, quand on est jury de bac, on a une grille, avec des passages obligés. Et on sait que
il faudra qu'il y ait Clausewitz qui soit évoqué, le modèle clausewitzien. On sait qu'il faudra parler d'Al-Qaïda, il faudra parler de Daesh, il faudra parler du conflit israélo-arabe, il faudra, voilà, la guerre d'Irak. On a nos passages obligés, voilà, et nous on les coche, hein, simplement. Si c'est présent, on met des bonnes notes. Mais on est aussi en recherche parfois, et c'est là qu'on va aller vers le 18, le 19, le 20, vers des copies où il y a un petit peu plus que ça. Le combat dans le Haut-Karabakh. Il y a une appropriation, il y a des exemples originaux. Haut-Karabakh, on peut changer un petit peu, voilà. On peut changer de registre. Et là, on va vraiment vers des copies excellentes, d'élèves qui ont la flamme, qui sont passionnés. Et bah, quelque part, on sait que c'est les gens qui regardent notre vidéo. Hein, une vidéo, là, elle dure, celle-là. C'est pas celui qui recherche le truc clé en main rapide pour le kit de survie. On est en train de vous pousser un petit peu, mais c'est le but. Je continue. Allez. 2022, sujet de remplacement en dissertation, donc métropole, les remises en cause des formes traditionnelles de la guerre depuis les années 90. C'est quasiment le même que les deux précédents. C'est un best-seller, celui-là, il revient tout le temps. Hein. Il revient tout le temps. 2022, métropole, les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle. Bon, on a réduit un petit peu le cadre, mais c'est vraiment le sujet qui revient tout le temps, donc toute la question de la guerre irrégulière, Clausewitz, voilà, c'est tout le sujet de cette vidéo. C'est aussi pour ça que je consacre dans les nouvelles formes de guerre, là, il y a une idée qui pourrait être très intéressante et qui n'est pas chez Clausewitz, c'est l'idée de pacification. Les années 90, on va faire la guerre pour, c'est les opérations de maintien de la paix, par exemple. Le problème, enfin, je dis que c'est passé chez Clausewitz, si, en fait, ça l'est, parce que ce sont des guerres pour l'absolu, pour la morale. C'est une vraie question en fait. Si Clausewitz dit la guerre, c'est la continuation de la politique, si on fait la guerre avec un objectif moral, c'est pas possible. Parce que la guerre va s'arrêter avec la paix, mais la paix, il faut négocier avec quelqu'un. Si votre objectif, c'est d'imposer une idée, de transformer une société, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui s'est passé en Somalie, en fait. Ils arrivent, on va apporter du riz à tout le monde va être content et tout. En fait, ils n'ont pas envie. Ils ont d'autres logiques. Donc là, dans ces nouvelles formes de guerre, là, on peut avoir ça, qui peut être intéressant. 2021, étude critique de documents. Alors, les études critiques, c'est imposé. Hein. Le sujet vous est imposé. La disserte, il y a le choix. On avait celui-ci, des guerres de nature différente. En analysant les documents, en les confrontant et vous appuyant sur vos connaissances, caractériser les différentes formes de guerre, bah, c'est toujours le même principe, le modèle clausewitzien, sa remise en cause éventuelle. Document 1, la guerre de 7 ans. Ouais, bah, Frédéric II. Voilà, Frédéric II, qui est l'un des grands exemples du traité de Clausewitz. Et puis le document 2, c'est quasiment la même structure que l'étude de documents précédente, un texte sur l'antiterrorisme, donc sur les formes irrégulières, le terrorisme. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, et là pour le coup je peux mettre 20 assez vite, c'est l'auteur, tu as bien dit, hein, juge antiterroriste. Juge antiterroriste. Juge antiterroriste, ça veut dire qu'on a une dimension qui n'est pas militaire, on a une dimension qui est juste. Autour de la justice. La justice, c'est-à-dire qu'on considère que l'adversaire n'est pas un adversaire, c'est un criminel, un brigand. Et donc, vous êtes en train de faire la guerre, non pas avec un but politique, mais un but moral. Le texte là, c'est un texte avec un homme de loi qui lui va avoir une approche du terrorisme qui sera celle de la moralité de la philosophie. Là où le militaire dira non, c'est un mode d'action dans le but d'obtenir un objectif derrière. Et donc là, il y a un vrai travail de regard critique à faire sur ce texte-là. Très intéressant. Alors évidemment, le regard critique, c'est toujours ce qu'on cherche, c'est un petit peu la pépite du chercheur d'or. Malheureusement, ça manque beaucoup dans les copies, l'esprit critique. Et il faut, et c'est aussi le but des vidéos, c'est de prendre du recul pour développer son esprit critique. Et je pense que c'est accessible. Hein, si on s'intéresse à qui est l'auteur, l'auteur c'est un juge. Bon, bah, quelle est la place du juge dans la guerre en fait? On a de la critique parfois dans les copies, c'est possible, très valorisé. 2021, dissertation 1, les formes de la guerre du XVIIIe siècle à nos jours. Bah là, il y a tout. Il y a tout Clausewitz, il y a toutes les guerres de la Révolution, il y a évidemment, il y a tout. Donc là, on ne peut pas plus. Là, je peux. Oui. Je me souviens du sujet. Ce qui m'a beaucoup embêté à l'époque, et enfin, ça a vraiment eu du mal à passer, c'est cette idée que, alors que c'est aussi normalement fait dans le tronc commun, l'intégralité de la guerre froide soit zappée. Je me souviens très bien des copies où, grosso modo, il y a eu les guerres de la Révolution. Ensuite, il y a eu la Première, la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il y a les guerres contre le terrorisme. Et là, on zappe. Pouf.
un demi-siècle de guerre froide, où dans la guerre froide, on a tout fait. Parce que c'est notamment pas au programme, en fait. Voilà, mais c'est un peu les limites. Et les quelques élèves, donc là, c'est comment ça se passe pendant c'est au programme malgré tout dans les nouveaux espaces de conquête. Mais est-ce que c'était cette année-là? Non, mais dans le tronc commun, ils l'ont fait. Bien sûr, ils l'ont fait dans le tronc commun. Donc là, mais dans les vous avez le droit d'utiliser des choses. Quand tu vois la conquête spatiale, éventuellement les liens avec l'industrie militaire, etc. Le savoir. Il y a toute la dimension, comment dire, de l'espionnage. Donc la guerre froide, bien sûr, moi je l'attendais. Les quelques pauvres élèves qui m'ont parlé de la guerre froide. Je pense qu'elle était un critère de valorisation, mais pas dans les attendus. Donc, non, mais en valorisation. Et là, pour le coup, moi, je m'en souviens beaucoup. C'était troublant. Et puis on va terminer par par the sujet 0, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'on a appris ce que c'était que le nouveau bac et ce que c'était que les attentes de la spécialité AGGSP. Bah voilà, sujet 0, le sujet qu'on a décortiqué dans les formations, qui nous a appris les attentes de la spécialité géopolitique. Voilà, étude critique de documents, Clausewitz et les conflits contemporains. Donc on est en plein dedans, et c'est pour ça que Clausewitz est aussi important dans nos programmes, notamment. Et avec le texte central pour les Français. Voilà, document 1, Raymond Aron. Alors c'est les mémoires, c'est pas le Clausewitz d'Aron, c'est ses mémoires. Mais bon, un long passage sur l'actualité de la pensée de Clausewitz. Et puis cette question, puisque les études critiques de documents portent sur des consignes. Donc la conception clausewitzienne de la guerre telle qu'analysée par Raymond Aron permet-elle de comprendre les conflits contemporains liés au djihadisme? Bon, vous pouvez citer toute la vidéo qu'on vient d'enregistrer, puisque c'est un petit peu le cœur de notre propos. Classique, avec une opposition Doc2, une opposition, non pas vraiment une opposition, mais en complément, on avait la carte du djihad dans le monde. Donc on voit que ce sont des choses centrales, vraiment incontournables. Clausewitz, c'est un incontournable. Voilà, dans la structure des devoirs, ce qu'on peut remarquer, enfin des devoirs, des sujets de bac, c'est qu'on a grosso modo un sur Clausewitz, guerre classique entre guillemets, et les guerres aujourd'hui autour du terrorisme. La question qu'on pourra poser, c'est que cette année, en 2024, avec l'Ukraine et avec Gaza, on a une forme de retour. Le terrorisme semble un petit peu mis un petit peu derrière, un petit peu dans l'ombre. Est-ce qu'on aura toujours cette approche centrée sur le terrorisme, ou est-ce qu'on n'aura pas justement, parce qu'on peut commencer à avoir des documents maintenant, je veux dire, sur la guerre en Ukraine. Moi, je pense que ce thème sur la guerre et la paix, vu l'actualité internationale, ce serait étonnant de ne pas le retrouver. Après, il y a une part de chance. Vous savez qu'il prépare de nombreux sujets, il y a un tirage au sort, donc il y a une part de chance, mais dans l'ensemble de sujets parmi lesquels on piochera, il y aura évidemment de la guerre, ça c'est sûr et certain. C'est obligé. C'est une évidence. C'est obligé. Bon, Ludo, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Tu voulais un petit bonus le petit bonus. parler. Allez, je te laisse c'est pour l'ouverture. Nous faire le petit bonus. Alors Clausewitz, évidemment, il a été mis en avant de façon brillante par tout un tas de chercheurs dans le monde. Et il y a un auteur qui est passé complètement inaperçu, qui pourtant a parlé de Clausewitz, que personnellement, alors j'avais croisé son nom un petit peu par hasard, parce que c'est des questions qui m'intéressent. Et en fait, le conflit en Ukraine m'a incité à aller le lire, le découvrir. Il n'a pas été traduit encore en français, la traduction est en préparation. Donc un travail avec Benoît Billan. Et donc je me suis procuré en fait le livre écrit en russe, traduit en anglais, c'est un livre qui a été traduit en anglais au début des années 90, lorsque le mur s'est effondré. On a découvert aussi des auteurs qui étaient complètement passés à côté. Et c'est un auteur qui s'appelle Alexandre Zvietchine, qui écrit dans les années 20. Tu as écrit un article exactement. Sur les Clionotes. Et c'est un auteur assez incroyable et qui a inventé ce qui manquait, qui a pensé ce qui manquait à l'art de la guerre, ce qu'on appelle l'art opératif. C'est un échelon qui est entre le niveau tactique, qui va organiser les combats, le niveau stratégique, qui va penser les batailles pour gagner la guerre, et en fait c'est l'articulation entre les deux, l'art opératif. Alors c'est quelque chose qui a longtemps été pensé comme une façon pour les soviétiques de faire la guerre, sauf qu'en fait non, c'est comme Clausewitz, c'est quelque chose qui est complètement intemporel. Et cet art opératif, aujourd'hui, Zvietchine, il est toujours enseigné à Frunze, l'académie de guerre russe. Et en fait, quand on lit Zvietchine, on comprend pour partie la façon dont les Russes sont en train de penser cette guerre. Et en fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous avez l'impression qu'ils l'appliquent à la lettre. Et notamment l'idée de dire que on va gagner le temps sur l'usure. L'Occident est faible, les masses occidentales sont faibles. Alors à l'époque de Zvietchine, c'était parce que c'était la révolution.
Donc nous, on est communistes, on pense on est plus solide, le capitalisme va forcément s'effondrer, il y a un côté force morale. Et en fait, l'art opératif, tel qu'il est pensé, c'est Benoît Billan qui, dans son livre coécrit avec Jean Lopez, qui est sorti au début 2022, et il explique que, prenez un cavalier sur un cheval. Le cheval, c'est la tactique, c'est le combat. Si vous laissez le cheval, il part dans tous les sens. Le cavalier, c'est le stratège. Et l'art opératif, ce sont les rênes et les étriers. C'est ce qui permet de faire fonctionner les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'art opératif? Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'art opératif, l'Union soviétique a préparé la guerre froide. Sans l'art opératif, les Occidentaux ont fait un peu n'importe quoi après le débarquement de Normandie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le tronc commun, donc vous serez tous passés par le tronc commun, il y a le débarquement en Normandie qui est mis en parallèle de l'opération Bagration. Et la question était, moi j'avais été très surpris quand j'ai participé pour les Clionautes aux discussions justement à Paris sur les programmes, quand j'ai vu Bagration, j'ai dit incroyable, enfin on va parler de Bagration. Et quelle est la différence entre les deux? Et pourquoi il faut lire Alexandre Zvietchine? Quand les Alliés débarquent en Normandie, ils ont une idée, c'est de percer. Donc on va fixer les forces allemandes, on a débarqué, on a la supériorité aérienne, et puis une fois qu'on a la supériorité aérienne, l'armée allemande peut s'effondrer. Sauf que l'armée allemande va s'effondrer un peu plus vite que prévu, et là en fait ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas pensé à ce qui est se passer derrière. Du coup, vous avez une course entre Patton d'un côté, Montgomery, ils vont se tirer un peu la bourre pour récupérer le carburant, et puis ils arrivent un peu à tout n'importe quoi, enfin ça part un peu dans tous les sens. Là où dans le même temps, et l'opération pour la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus importante, beaucoup plus, là j'assume pour le coup, beaucoup plus importante que le débarquement en Normandie. L'opération Bagration, elle a été pensée de façon à ce que la plus grande défaite de l'histoire militaire allemande, qui n'est assurément pas Stalingrad, qui n'est pas la bataille de course, mais qui est l'opération Bagration, qui est la destruction de plusieurs armées allemandes, l'opération, qui va se dérouler selon un séquençage très particulier, va aboutir à ce que les Soviétiques, dans le même temps que les objectifs militaires sont atteints, le côté stratégique, vont pouvoir s'installer et contrôler une grande partie de l'Europe. Tout est pensé pour que chaque gain militaire permette de mettre la main qui sur la Pologne, qui sur la... pour l'après-guerre. C'est incroyable. Et avec cette idée que parfois il faut faire une pause. On s'est toujours posé la question pourquoi, à la fin de l'opération Bagration, l'armée rouge, en fait, elle peut prendre Varsovie, elle est aux portes de Varsovie. Et c'est Jean Lopez qui a montré ça dans son livre sur l'opération Bagration. La question qui est posée, c'est les Soviétiques n'ont pas pris en fait Varsovie pour laisser les nazis nettoyer la ville une dernière fois. Et donc en fait, c'était une façon pour les Soviétiques d'en finir avec une résistance polonaise. Sauf que d'un point de vue opératif, si les Soviétiques ne prennent pas Varsovie, c'est parce qu'en fait, au bout de plusieurs semaines de combat, l'armée rouge est épuisée. Et on le voit notamment, il y a une contre-attaque qui est faite par von Manstein au dernier moment, alors qu'ils arrivent au port de Varsovie. L'état-major soviétique comprend qu'il y a un risque, c'est le fameux point culminant, il y a un risque que les Allemands mettent un contre derrière. L'objectif a été atteint, on a récupéré des territoires, et donc on sait faire une pause, parce qu'on a compris que l'Allemagne a perdu la guerre. Et donc on ne va pas pousser plus loin. Et l'objectif d'après, ce sera Berlin. Et il faut être à Berlin avant les Occidentaux, de manière à pouvoir imposer leur mainmise lors des futurs traités. Tout a été pensé en amont, en fait. Et cet art opératif, chez Alexandre Zvietchine, qui n'est pas très connu, en fait, est aussi important dans la façon de penser la guerre et dans la dimension, la liaison véritable entre l'objectif militaire strict et l'objectif politique. Il écrit assez bien, en plus. C'est plus lisible d'une certaine façon que... D'accord. Bon, alors une lecture complémentaire pour les plus passionnés d'entre vous. On le trouve facilement, très bien traduit en français. Non, il n'est pas traduit en français. Ah, il n'y a pas de traduction française. Mais il se trouve en anglais. Il y a une traduction qui est en préparation. Ah. Mais il faut relire le livre de Jean Lopez et Benoît Billan, qui s'appelle alors c'est l'art opératif. L'art opératif, tout simplement. Bon, conduire la guerre, voilà. Conduire la guerre. Ok. Bon, écoute Ludovic, cette émission, cette longue vidéo s'achève. C'était un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Merci à toi. On peut se serrer la main parce que on a bien discuté, bien partagé notre passion aussi. On espère que ça vous a plu.
Le programme des Clionotes pour les prochaines semaines, prochains mois, il y a une actualité qui se profile. Alors l'actualité, là, c'est toutes les 2-3 fois par mois, on essaye de faire une conférence. Donc on fait venir un spécialiste sur une question en ligne que vous mettez sur YouTube aussi. Exactement. Je vous ai mis en chaîne partenaire, donc vous trouvez facilement le lien. Sur la préparation des futurs festivals et puis toujours les comptes rendus de lecture, que ce soit alors les articles. On est dans une bibliothèque, il y a des livres d'histoire, mais il y a aussi des bandes dessinées notamment. Moi je prépare des choses sur le cinéma, toujours, la pop culture. Et l'une de mes tentations en ce moment, c'est pourquoi pas d'essayer de voir dans quelle mesure, soit dans les jeux vidéo ou dans la pop culture, on ne retrouve pas du Clausewitz. D'accord. Par exemple, étudier Star Wars à travers les grilles de lecture clausewitziennes. D'où le suite. Voilà, exactement. Ok, on comprend mieux. Alors du côté de Géopol, on va poursuivre un petit peu les vidéos Sciences Po. Après ça, ma prochaine vidéo sera une vidéo de préparation pour le concours. Ce sera sur l'histoire juridique du corps humain, le corps humain du point de vue du droit, avec des gros dossiers passionnants, questions de bioéthique, de clonage, la prostitution, le statut juridique du corps qui n'existe pas vraiment. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? C'est passionnant tout ça. Et puis mon premier live. Quand cette vidéo va sortir, je vais faire un premier live avec ceux qui le souhaiteront, je l'annoncerai. Ce sera mon premier live, j'espère en faire d'autres, parce que ça m'intéresse beaucoup ce format du live. Et puis après la guerre, mes prochaines vidéos c'est sur la paix. Donc ça va être sur l'ONU, les casques bleus, pour finir la séquence guerre et paix, avant de m'embarquer sur les nouveaux espaces. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Arctique, nouvel espace de conquête, et je vais continuer. Et mon objectif pour cette première saison de Géopol, c'est vraiment de bien avoir balisé ces deux thèmes. C'est déjà bien, faut pas être trop ambitieux. Non. Et puis le point culminant. Le point culminant de l'offensive. Déjà faire une bonne prépa sur le corps. L'alimentation, je le ferai pas, parce qu'il va sauter à partir d'avril, donc c'est des vidéos qui seraient trop périssables. Mais le corps, il restera l'an prochain, donc je vais faire encore 2 vidéos dessus, peut-être des vidéos de méthodo un petit peu, faire un petit peu de live, et me centrer sur ces 2 gros thèmes importants. Puis ensuite, on verra on verra ce que l'avenir nous réserve. Tout cas, c'était un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Un vrai plaisir cet entretien. Je pense qu'on se reverra avec Ludovic, peut-être avant les épreuves de juin, là, voir un petit peu les conseils de préparation, les sujets. Bon, alors les pronostics, évidemment, c'est ridicule. C'est le brouillard de guerre, l'incertitude. C'est le brouillard de guerre total. Mais n'empêche qu'on peut revenir peut-être sur des moments forts de l'actualité, dégager des tendances sur les incontournables de l'actualité au regard des programmes. Et les erreurs à ne pas commettre. Les erreurs à ne pas commettre aussi. Donc, on se donne rendez-vous, on se reverra et on vous dit à bientôt sur Géopol. À bientôt, au revoir.